bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission, soit en direct, soit en rediffusé. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre audience. Aujourd'hui, journée particulière puisque je reçois Florence Verheyen-Valadé qui commence à avoir un nom qui dépasse les frontières de son élevage de bisons puisque nous la voyons un petit peu partout dans les réseaux sociaux, à juste titre pour la pertinence de son combat et de ses propos. Je suis très heureux, Florence, de te recevoir. Je te souhaite tous mes voeux et tous mes excuses pour l'interruption de l'émission d'hier que nous avons commencé. Et il y avait des orages dans l'est de la France. Et moi qui vis au sud-ouest, eh ben, il y a eu des orages et j'ai eu une coupure d'électricité. Je te présente à nouveau tous mes excuses pour Il n'y a pas ce de souci. report d'aujourd'hui. Bonjour Florence, comment vas-tu? Bonjour, bonne année et je vais bien. Je vais bien. Bon, très Je garde le parfait. moral Alors parce aujourd'hui, nous, qu'on a quand même des belles choses qui arrivent. Mmh. oui, alors on va en parler. Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. On va Mmh. aujourd'hui essayer de faire cette émission en triptyque sur trois thématiques. Mmh. D'abord, on va te demander de te présenter un petit peu parce que je sais que beaucoup de gens te connaissent, mais j'aime bien que les émissions se suffisent à elles-mêmes et que tu puisses nous raconter brièvement ton parcours professionnel, politique, hein, Mmh. puisque nous allons parler de politique, puisque tu as été à une époque de ta vie, mais tu es toujours engagé, mais tu as été aux élections, les dernières élections législatives, avec Mmh. un programme de démocratie directe. Donc, tu as toute ta Oui. place chez nous, à l'association des mairies démocrates de France et à notre initiative citoyenne que nous avons débutée depuis 1 an et demi presque, de démocratie directe avec DS. Nous allons aussi parler de l'actualité, triste malheureusement, de ce que tu dois vivre aussi au quotidien, à la fois dans la chair de ton bétail, mais aussi dans ta propre chair et dans cette difficulté rencontrée. Nous allons aussi peut-être proposer des solutions en parlant du dit crime, quelque chose qui peut éventuellement être une réponse. Nous allons donc essayer aussi de parler de ta profession, parce que éleveur de bisons, c'est quand même pas Oui, commun. Hein, tu as une oui. belle tête et à chaque fois tu tiens à la mettre derrière. Alors hier j'avais la chance enfin la chance ou la malchance, je ne sais pas, de ne pas la voir en fond. Tu t'es mis là Mmh. dans ton bureau de travail, là où on te voit communément à chaque fois sur les réseaux sociaux avec ta belle tête de bison derrière. Mmh. Alors, on va Ouais. commencer, Florence, si tu veux bien prendre les minutes pour te présenter, dans la mesure où tu le désires, hein. On ne te demande pas ton Oui, niveau oui, oui. d'études ni ta carte Ah oui? d'identité, mais de Ah, pouvoir... c'est l'air de rien, si. euh, Si, si. ah, aussi, Si, si, parce peut-être. que quelque part, Euh, pour faire mon métier, il faut avoir non seulement des diplômes agricoles, mais aussi des diplômes de niveau supérieur et en plus, avoir 4 niveaux de certificat de capacité pour faire, ce type d'élevage. Entre eh ben capacité alors, d'élevage commençons. capacité Commençons d'élevage, justement par capacité de tes niveaux détention. d'études. D'accord. Alors, j'ai officiellement parce que je n'ai pas pu finir mes études quand j'étais jeune en Australie, donc je suis arrivée en France au moment de la petite guéguerre administrative entre la France et l'Australie et donc j'ai passé un BTS de comptabilité-gestion. Alors comme tu vois ma tête, c'est pas du tout mon kiff. Donc j'ai eu différents petits métiers et finalement ma maman a été celle qui m'a mise sur la voie. Elle m'a dit: «Mais pourquoi tu ferais pas un métier que tu aimes?» Et j'avoue que c'est essentiel pour tout le monde. Elle m'a dit: «Toi qui es passionné de chevaux, bah, pourquoi tu en ferais pas l'élevage?» Alors j'avais déjà des chevaux, puisque mon premier salaire m'a permis, de payer ma première jument et j'ai eu peur d'ailleurs que le fait d'en faire un élevage, puisse, gâcher ma passion et pas du tout, pas du tout. Par contre, j'ai décidé de me diversifier dans une activité qui soit écologique, qui soit en symbiose, parce qu'il faut savoir que chevaux et bisons à l'état sauvage vivent ensemble en parfaite symbiose. Ils ne sont pas prédateurs mutuels, ça tout le monde peut le concevoir. Ils ne sont pas non plus concurrentiels au niveau de la nourriture. Le bison se nourrit exclusivement de graminées, d'écorces d'arbres, de feuillages et de petits fruits, et il a tendance à délaisser les légumineuses comme le trèfle que le cheval adore pâturer. Et lorsque le cheval vient pâturer derrière le bison, il va forcément ingérer des parasites internes du bison. Sauf qu'en fait, le cheval est un monogastrique et le bison un ruminant.
Ce qui fait qu'en fait, ils s'entraident. C'est une véritable symbiose et c'est ce que je recherchais. Je suis, parmi ces Français qui ont le désir d'avoir un retour vers la paysannerie, de retrouver les connaissances anciennes parce que chevaux et vaches, en fait, bovins et équidés, ils étaient autrefois complémentaires et les fermes que nos paysans avaient une signification, une intelligence. C'était des centaines, voire des milliers d'années de réflexion. Par exemple, pour lutter contre la douve, il suffit d'avoir des canards. Parce que pour se transmettre à l'espèce animale, la douve doit passer par un hôte intermédiaire qui s'appelle la limnée. C'est un petit escargot de milieu humide. Et le canard en est hyper friand, mais comme il n'est pas l'hôte du parasite, eh bien, c'est un double effet qui se coule. À la fois, il se nourrit sainement et il rend service à ses camarades environnants. Donc, tout ça pour te dire que j'ai décidé, avec mon associé, de faire une diversification bison. Et pour être éleveur de bisons, il faut donc, en plus des diplômes agricoles et diplômes de niveau supérieur, passer 4 certificats de capacité différents, entre capacité d'élevage, capacité de détention, capacité de présentation au public pour soi-même, mais aussi pour l'exploitation. Et pour obtenir ces certificats de capacité, il faut une soutenance à l'oral. Alors, à l'époque, c'était devant entre 30 et 50 personnes. Maintenant, vu les services publics, je dirais que si tu es en grade 15, tu as de la chance. Il fallait donc avoir fait des périodes de stage obligatoires en élevage de bisons et il fallait aussi bien avoir diplôme de secourisme que casier judiciaire vierge. Et évidemment, casier judiciaire vierge, ça ne va pas quand tu veux faire de la politique. Exactement. Alors, dis-moi une question toute bête. Ça te fait un bac plus combien, du coup, cumulé, tout ça? Oh non, je dirais que, bah, on va dire que c'est bac plus 2 avec du plus plus, mais sans finalité parce que je parle couramment anglais, je baragouine un tout petit peu de néerlandais, j'ai perdu mon espagnol, mon italien et mon portugais, mais voilà. C'est vrai que encore sur ma ferme, je peux pratiquer un peu d'anglais. C'est tout ce que je peux pratiquer. Alors aujourd'hui, donc, contrairement à ce que j'ai dit, donc j'ai dit une bêtise, tu as un élevage à la fois de bisons et de chevaux qui De cohabitent chevaux dans et un de bisons, oui. écosystème, c'est ça? Et donc, si j'ai bien Exactement. compris, tu préconises ce que les anciens préconisaient, c'est-à-dire un écosystème agro-sylvo-pastoral qui mélange à la fois les bêtes, la forêt, les prairies, Exactement. les haies, et éventuellement, je ne sais pas Oui. si tu fais du maraîchage ou de la culture quelconque, mais C'est prévu, c'est prévu. J'ai commencé à me faire une serre, mais bon, oups, ça risque de piquer quand on voit que nos gouverneurs ont décidé de nous mettre une super méga taxe sur les serres. Alors, tant que paysanne, ça va, mais pour les particuliers, mais c'est ruinard. Ils veulent tout faire oui. pour nous empêcher d'avoir une autonomie alimentaire chez soi. On n'est plus maître chez soi. Bien Et, évidemment, on et, va en parler avec le DICRIM tout à l'heure, bien évidemment, tu as tout à fait raison. et donc, cet système d'élevage vertueux qui est bio et naturel a contribué à redévelopper la biodiversité. Et non seulement nous avons énormément plus d'oiseaux, mais aussi énormément plus de chauves-souris que n'importe où ailleurs en France. Ici, sur ce site, on a 20 espèces de chauves-souris différentes. C'est la quasi-totalité des espèces de chauves-souris protégées de France. Et en fait, si je suis rentrée dans le côté militant, c'est parce que ce petit sanctuaire est menacé. On a découvert en 2018 ici qu'ils allaient raser la montagne juste à côté de chez moi pour y mettre des éoliennes industrielles sur le sommet et on a découvert que le restant du versant serait couvert de panneaux photovoltaïques. Et tout ça sans consultation avec la population, en plein couloir migratoire, comme je le disais. Et il se trouve que l'ancien président de l'association qui a milité contre le projet avait trop peur d'aller en Conseil d'État parce qu'il avait peur des représailles. Donc, j'ai repris la présidence parce que moi, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. S'ils détruisent tout mon environnement, ça ne sert à rien de. Enfin, pour moi, c'est hors de question. Si tu ne te bats pas, tu ne peux pas gagner. Et on a gagné en Conseil d'État, hein, ce qui veut rien dire, hein, en fait. C'est du foutage de gueule. C'est-à-dire Oui, mais que bon, symboliquement, c'est quelque chose. Félicitations. oui, oui, Symboliquement, oh, c'est quelque chose. félicitations. Alors, là où je veux dénoncer la chose, c'est que, alors que nous avons gagné en Conseil d'État sur le fait que les promoteurs ont menti dans leur rapport sur l'étude d'impact environnemental, eh bien maintenant, ils se permettent de retourner en cour d'appel administrative à Bordeaux pour faire une demande de dérogation pour autorisation de destruction d'espèces de faune sauvage protégée, le tout au pluriel. Elle est belle, l'écologie 2.0, hein. Comment il disait, Audiard, c'est à ça qu'on les reconnaît, ils osent tout, c'est ça, non? C'est Ah bah incroyable, oui, mais on leur donne aussi tous les droits. Donc, à un moment donné, il faudrait bien peut-être sûr. reprendre un peu notre souveraineté. Ce ne sont pas les lobbies qui dirigent ce pays, bon sang.
Et puis bon, On est bien remarquez, c'est d'accord. pas non plus nos députés, parce que de toute évidence, ils se soumettent à une hiérarchie que nous ne connaissons pas. Ça devrait être nous, la hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils sont censés nous représenter et défendre nos intérêts personnels, hein. Enfin, je dis ça comme ça, c'est un petit clin d'œil pour la suite. Oui, bon, de Ouais. toute façon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Le mandat impératif est anticonstitutionnel et dans le Code des collectivités territoriales, les maires et les conseillers et tous les élus ont leur libre arbitre et leur libre administration, c'est dans les textes. Donc pour Ouais. l'instant, à part profiter éventuellement de quelques outils qui nous laissent, hein, la consultation Ah, citoyenne et ou il le y a pire référendum encore. local, bon. Il y a pire encore, c'est tous ceux qui, en fait, sont dans la francophonie. Ils sont au-dessus des lois et ils ne répondent d'aucun de leurs actes. Ils n'ont aucun compte à rendre à personne. C'est juste extraordinaire. C'est pire que Où l'État est-ce dans que tu te l'État. situes géographiquement, Florence? En Creuse, en Creuse. Je suis, on va dire plus ou moins vers le centre de la France. D'accord, ok. Très bien. Non, c'était comme tu parlais de ton attachement à, à tes terres, à ton terroir, hein, puisque Mhm. je suis de ceux qui pensent qu'on devrait raisonner en termes de terroir et non pas en termes de territoire, ni en termes de département, ni en termes de région, et encore moins les grandes régions qui viennent de nous faire. Mais le terroir, c'est une vraie identité à la fois culturelle, à la fois au niveau des terres, à la fois sur la culture du paysage, enfin surtout, on a une vraie, dans le mot terroir, on a une vraie identité Ouais, revient mais à taille humaine, à mon avis. tu as aussi le mot terre et la terre, bah, notre planète, elle se respecte. Peu importe où tu Bien sûr. vis, il faut respecter l'endroit où tu vis. Tout à fait. Alors Mm. on va attaquer on a compris que tu étais une militante avec le verbe haut et les idées bien affirmées. On va parler on va attaquer la première partie. On va parler un peu de politique, hein. On Mhm. va parler ensuite de syndicats. Après, on parlera aussi du DICRIM. Sauf si tu veux éventuellement développer un petit peu plus. Moi, j'aurais quelques questions hein, de Béotien. Je vais faire le candide, mais là, vraiment le candide qui n'y connaît rien. Quels sont les débouchés aujourd'hui? Élever des bisons, on le vend pour la viande, je suppose, mais Alors oui, peut-être pas mais que. non, 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 clairement pas que. En fait, nous, dans notre sélection pour la viande, on n'est pas dans la même gestion qu'un élevage de vaches. Alors déjà, moi, quand j'ai commencé, c'était en pleine crise de la vache folle et à cette époque-là, on nous avait imposé un abattage obligatoire en abattoir. Le premier animal, et c'est pour ça qu'il est symbolique, c'est lui, c'est pour se rappeler qu'il faut respecter les animaux. Eh bien, c'est mon associé qui l'a amené vivant à l'abattoir et il est revenu tellement traumatisé de ce qu'il avait vécu qu'il a dit qu'il ne ferait plus jamais ça. Et il m'a dit: «La balle est dans ton camp, c'est où tu prends le relais ou on arrête tout». Et donc j'ai pris le relais et j'ai vu ce qui se passait en abattoir. Donc effectivement, je comprends tout à fait la mouvance, végétarienne puisque, il y a des moments, c'est absolument insupportable. Donc il y a plus de 20 ans de ça, il y a presque 25 ans de cela, je suis allée au ministère de l'Agriculture à Paris et je leur ai vendu un autre concept que celui du bien-être animal parce que j'avais compris qu'ils en avaient rien à battre. Je leur ai vendu celui de la dangerosité. Je leur ai dit qu'amener un bison vivant à l'abattoir, ça peut présenter un réel danger pour le personnel et que sans aucune difficulté peuvent sauter par-dessus les palissades et après dans la panique tuer tout le monde sur leur passage. Alors je leur dis certes jusqu'à présent il n'y a pas eu d'accident mais vous n'êtes pas à l'abri et si ça doit survenir, vous serez seul et unique responsable puisque vous nous imposez cette pratique. Et depuis, je peux dire humblement que grâce à moi, eh bien, tous les éleveurs de bisons de France peuvent abattre leurs bisons sur parc. Ce qui fait que déjà, humainement parlant, c'est beaucoup mieux et moins stressant que d'amener un animal vivant à l'abattoir. C'est pas pour rien que bien souvent, les éleveurs vendent à des maquignons. Ce sont des intermédiaires qui, eux, n'ont aucun scrupule à amener leurs animaux vivants à l'abattoir. Parce que émotionnellement parlant, je peux dire que même si on sait que théoriquement, un jour ou l'autre, la finalité sera la viande, on est quand même impacté. Donc nous aussi, on a choisi une méthode aussi de sélection qui, on va dire, soulage légèrement notre conscience. Notre sélection, elle n'est ni sur l'âge ni sur le sexe, mais par rapport au caractère de l'animal. Nous, nos animaux, eh bien, ils sont sauvages et ils ont cet instinct sauvage aussi de se battre au moment de la reproduction. À l'état sauvage, il y a un mâle sur 3 qui décède directement ou indirectement des suites de ces blessures de s'être battu pour les femelles. Ah Eh oui, bien, d'accord. plutôt qu'ils se battent à mort et que ça finisse à la poubelle, parce que s'il y en a un qui meurt sur parc, je n'ai même pas le droit de pratiquer de l'autoconsommation. Oui, parce que le gouvernement aurait trop peur que je garde la viande et puis que je puisse la vendre sous le manteau.
Et puis, ils n'auraient pas leur part, bien entendu, si c'est du black. Donc, il faut que tout soit déclaré. Et si l'animal décède sur parc, il doit partir à la poubelle. Donc, autant pour dire, moi, je suis contre le gaspillage de vie. Donc, on n'a pas une perte pour la foutre à la poubelle. Donc, on essaye d'anticiper ces bastons. Mais bon, ça arrive que malgré tout, on ne l'ait pas vu venir, hein. Ils ne nous attendent pas toujours pour nous dire: «Hé, coucou, on va se battre». Voilà. Alors, Florence, je voulais te poser une question parce que je pense que je vais me coucher vraiment moins bête ce Mmh. soir. Je viens de découvrir qu'on pouvait abattre sur site. Je ne savais pas que ça existait. Est-ce que Oui, tu peux nous expliquer, s'il te plaît, parce que j'ai une petite idée derrière la tête sur c'est le ce que je sujet, pratique. un des sujets que nous allons aborder après avec la solution paysanne que nous proposons. On va en parler plus tard, mais abattre sur site, ça concerne exclusivement les bisons ou ça concerne tout type de bétail et quelles sont les Alors, modalités et comment ça se passe? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir. j'ai essayé de travailler pour que ça se vulgarise, pour tous les élevages. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, à la fois ils ont plus de, ils sont dans les 4 000 et quelques abattoirs, mais ils ont aussi le droit d'abattre à la ferme. Alors qu'en France, les abattoirs mobiles, ça existe quasiment pas. Et je crois on doit être à une peau de chagrin réduit à 230, alors qu'on est quand même le premier pays exportateur de viande d'Europe. On est Oui. probablement celui qui a le moins d'abattoirs qui soit. Et puis bon, ils nous mettent tellement de contraintes qu'au fur et à mesure, tout ferme et ferme, ferme. Mais de toute façon, tout est planifié d'avance pour faire disparaître l'élevage français. Parce que s'il n'y a pas d'abattoir, l'éleveur, eh bien, s'il doit faire 400 bornes pour amener ses bêtes plus loin, eh bien, au final, il finit par abandonner. Ça, c'est une des choses. Après, l'abattage sur parc, c'est ce que je pratique. Donc, ça fait la deuxième fois que je passe mon diplôme RPA, donc responsable protection animale, parce que faut savoir qu'il y a toute une méthodologie à mettre en place quand tu veux ôter la vie proprement à un animal. Pas comme ce qui s'est passé dans tous ces espaces de France où, disons pour la DNC, on a fait tout et n'importe quoi, et certainement pas dans le respect du bien-être animal. Nous, le concept, c'est un peu sur le tireur d'élite, c'est-à-dire que l'animal n'est pas conscient qu'on va lui ôter la vie. Il va mourir instantanément, si tu vois ce que je veux dire, enfin mort cérébrale. J'ai compris. Oui, oui. Et donc, bah, c'est pour nous le mieux parce que moi-même en tant qu'être humain, alors c'est vrai que j'ai tendance à personnifier un peu les animaux et vice versa. Je me mets à leur place, j'aurais pas envie de stresser avant de mourir. Donc le mieux, c'est de pas savoir. Tout à fait. Et donc D'accord. c'est ce qu'on pratique pour nos animaux, ils savent pas qu'on va leur ôter la vie. Et d'ailleurs, Ah, on les laisse même au milieu du champ avec leurs congénères. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue du foin en grande quantité pour espacer les animaux les uns des autres, parce qu'on ne veut pas risquer non plus de blesser un animal au cas où il y a un ricochet, parce qu'ils ont quand même un crâne extrêmement solide, donc il faut faire le travail proprement. Il ne faut pas risquer qu'il y ait de ricochet. alors, c'est intéressant. Alors, peut-être que ça va choquer certains, en tout cas pas moi. Ça fait partie, je pense, d'une attitude raisonnable. Je trouve que ta démarche est tout à fait sensée et on pourrait dire assez paradoxalement en termes étymologiques, presque respectueuse de la vie en leur offrant une mort méritante, entre guillemets, puisque Mmh. on est. Enfin, je pense qu'il est temps, c'est malheureusement le leitmotiv et la façon de Mmh. procéder de la plus grande majorité des personnes de nos jours, c'est de se cacher derrière son petit doigt et de ne pas oser parler des choses naturellement. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que il n'y a que Justement, quand tu des parles gens de ça. comme toi qui ont. Pardon, tu voulais Oui, j'allais dire rebondir? justement, là où on se cache, c'est quand on voit en fait, de la viande directement tout emballée, sans avoir conscience qu'un animal a perdu la vie pour nous nourrir. C'est ça, cette Tout distance à fait. qui déshumanise, la relation jusqu'à la nourriture qui est quand même quelque part un peu sacrée. Pardon, Tout à fait. vas-y. Non, 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 mais je t'en prie, n'hésite pas, parce que moi aussi, parfois, je suis bavard, mais là surtout, c'est un sujet qui m'intéresse grandement parce que je pense qu'on peut faire découvrir des façons de faire locales qui pourraient être très intéressantes à l'avenir. Alors, ma question, tu n'as pas répondu. On Oui. a bien compris que tu as un agrément pour pouvoir abattre tes bêtes sur site. Mmh. Mmh mh. Bien sûr, après, il doit y avoir une direction. Alors, je ne sais pas si c'est le terme équarrissage qui correspond ou est-ce que Non, c'est. non, euh, non, on est dans un laboratoire abattoir. après de découpe, Abattoir. un On abattoir. do on D'accord, doit nous, on doit automatiquement transiter par un abattoir avant que ça revienne ici sur place pour être, ensuite traité, si on va dire ça comme ça, dans notre laboratoire.
Donc, on a un D'accord. laboratoire ici sur place qui nous permet donc la découpe et le conditionnement de toute la viande. Alors, nous, on le fait sous vide. Malheureusement, c'est du plastique, mais c'est ce qui permet aussi de conserver Oui, la oui, viande oui, le bien plus sûr. longtemps possible et puis au moins de ne pas gâcher parce que s'il y a une chose que j'ai horreur, c'est cette facilité à jeter la viande quand il s'agit d'un être vivant qui a perdu la vie. Alors, Mm. ton abattage sur site te fait envoyer après à l'abattoir pour. Mm. On va pas rentrer dans les détails qui pourraient paraître sordides pour certains, mais on est à combien de kilomètres de ton lieu? Est-ce que des abattoirs, il y en a beaucoup en France? Est-ce qu'il y a un maillage territorial? Est-ce que tu peux nous expliquer ça de Non, façon très alors, concrète? c'est dramatique. Je suis à mon 5e abattoir. Au fur et à mesure, en 25 ans, oui, parce que maintenant ça commence à faire quelques années que je fais ce métier d'éleveur de bisons. En 25 ans, j'ai dû changer 5 fois de crèmerie. Et au fur et à mesure, c'est parce qu'on fait délibérément en sorte de fermer tous les abattoirs. Je suis dans une zone d'élevage. La Creuse, c'est la zone d'élevage principalement limousine, la race limousine. Oui. Cette race de vaches bien enrobées, rouquines. Et on n'a plus d'abattoir dans ce département depuis longtemps. Et Et nous, on a pourquoi? eu été, mais parce que c'est une politique délibérée de nos gouverneurs de faire disparaître l'élevage et pour nous inciter à manger ou des steaks de soja OGM ultra transformés et hyper carbonés, ou alors c'est pour nous faire manger des steaks d'insectes, ou alors de la viande synthétique dans le sens où ce sont des cellules d'une certaine race qui vont être multipliées en laboratoire avec des hormones de croissance. Et puis bon, si on rate la cuisson, parce qu'il faut vraiment, vraiment bien la cuire, cette viande-là, parce que si malheureusement il y a des adhérences de cette viande-là dans notre tube digestif, étant donné qu'il y a encore ces hormones de croissance qui continuent d'agir et de multiplier, eh bien, ça va faire des adhérences avec des tumeurs en un mot, et puis après, tumeurs en 2 mots. Voilà. Ils le savent, ils D'accord. sont vraiment conscients du fait de faire de la merde. Alors, donc, tu me dis que la fermeture de ces abattoirs, alors locaux, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous, par exemple, par rapport à la Creuse, au début, tu devais avoir un abattoir à quelques kilomètres de chez toi, ou 10 ou Non, 20 ou 30, je ne sais pas. Maintenant, on en est. C'est quoi l'état des lieux des abattoirs en France? bah, on doit en avoir tout au plus dans les 235, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors que, comme je te disais, en Allemagne, il doit y en avoir dans les 4000. Il faudra D'accord. m'expliquer le ratio, pourquoi eux, ils ont moins d'élevage que nous et ils ont énormément plus d'abattoirs que nous. Ce qui veut dire On aussi est, que le modèle économique d'un abattoir local est viable. mais bien sûr, Parce, mais ils font oui, tout pour entraver. Moi, à quelques kilomètres de chez moi, il y a un abattoir qui a été construit à coup de subventions et tout ce que tu veux, mais ils font tout pour ne pas leur donner les agréments, pour les entraver, pour les pourrir. Il y a toujours un vice administratif qui fait que, bah non, ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que moi, ce serait génial si je n'avais que 5 kilomètres à faire ou 15 kilomètres à faire. Là, je suis à la limite, je suis à 80 bornes là. d'accord. Ok. Parce qu'il faut, normalement, quand on est sur ce type d'abattage sur parc, il faut avoir deux conditions, les 2 heures à partir du moment où tu abats et amener. Bon, après, nous, honnêtement, c'est sans risque parce que comme nous, nos animaux sont élevés de façon naturelle, il n'y a pas de fermentation du tube digestique par l'alimentation comme le maïs en silage, tu vois. Nous, ils Oui. mangent que de l'herbe, des écorces d'arbres, des feuillages, des petits fruits, des choses comme ça. Il n'y a pas de maïs en silage, il n'y a pas de croquettes, il n'y a pas de céréales. Bon, après, il n'y a pas de vaccin, pas d'antibiotiques, pas de bolus, pas d'implant, pas d'hormones, pas de couronne, pas d'OGM et pas plat. Plein. Ouais. Et ton cheptel est de combien de bêtes? Alors maintenant, il n'est plus que de 40 bêtes, puisque grâce au laboratoire qui aime bien nous créer des vaccins, alors à virus atténué, mais parfois recombinant, eh bien, la FCO a fait un dégât monumental, alors pas seulement chez nous, mais aussi chez tous mes confrères à travers toute la France et l'Europe. D'ailleurs, l'année dernière, au moment de notre assemblée générale des éleveurs de bisons de France, j'avais un de mes confrères, il lui restait plus que 3 bisons à cette époque-là. C'est plus un élevage. Oui. Excuse-moi, tu as employé des acronymes auxquels on n'est pas familiarisé. Tu as employé le mot FCO, SCO, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? FCO, fièvre Ah, F. catarrhaline. Alors, je ne sais pas pourquoi ils mettent D'accord. O, parce que ça touche en fait tous les ruminants. Ça touche les vaches, les chèvres, les moutons.
les bisons, en fait tout ce qui est ruminant. Donc le haut est en D'accord, trop. Ouais. d'accord, Mais le problème, c'est que dès l'instant où tu vaccines, tu crées des variants aussi. bien Et les sûr. variants, si un peu, en tant soit peu mutant recombinant, tu as la formule gagnante pour faire, un carnage. Moi, je sais qu'à travers toute la France, j'ai été contactée l'année dernière en tant que représentante de Verte France pour essayer de trouver des solutions pour être indemnisée parce que faut pas oublier que notre gouvernement, il fait son généreux avec des coups d'annonce en disant: «Ouais, on va être gentil, on va donner 70 millions d'euros à tous ces paysans qui ont perdu des bêtes à cause de la FCO». Et ben, en fait, quand tu remplis les critères, alors il faut savoir que le gros de l'épidémie, ça a été, 2024. Donc janvier 2025, ils te disent les critères pour être éligible. Alors nous, on avait eu un test PCR, tu sais, ces espèces de tests PCR positifs, donc à la fièvre catarrhalovine, Mmh. c'était fin 2023 et en janvier 2025, ils nous ont dit: «Oh mais il aurait fallu en faire un deuxième en août». Il aurait fallu faire un deuxième en août. Donc, pas de chance, on n'est pas éligible. Tant pis pour nous, on n'aura pas d'argent. Alors, du coup, ça fait que ces 70 millions, eh ben, ils en ont distribué plus que 5. Mmh. C'est marrant parce que je discutais tout à l'heure, juste avant ton émission, là, j'étais avec Sylvie Poinaldi, comme je t'ai dit, qui te salue de Nice. On monte une Mmh. liste citoyenne de démocratie directe à Nice. Mmh. Et on était en train de faire le parallèle. On retrouve les mêmes éléments de langage. Alors, je veux pas être complotiste et je veux pas voir ce qu'il n'y aurait pas éventuellement à voir. Mais dans la crise que nous vivons paysanne hein, aujourd'hui, on C'est retrouve les voulu. mêmes éléments de langage que la pandémie du Covid. Hein. C'est Mmh. assez incroyable. Et on arrive donc à faire peur aux gens pour leur faire accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une vaccination sur une maladie dont honnêtement, il n'y en a pas besoin, on est bien d'accord. Est-ce que la Alors, spécialiste confirme mes propos? la Puisque tu la es une spécialiste qui a spécialiste. été en contact avec, des scientifiques, et pas ceux de la doxa, hein, oh mince malheureusement, qui s'est documentée sur ce qui se passait, dans le monde entier, qui s'est renseignée aussi sur la classification A, hein, parce que la classification A, il faut répondre à 7 critères. Or, la DNC ne ré Explique ce que c'est, s'il te plaît, Florence. Fais comme alors si au nous niveau n'y connaissons rien, s'il te plaît. Merci. Alors, je ne me rappelle plus parce que je suis pas une spécialiste non plus complètement en juridique. Je me Oui, mais rappelle plus enfin, si non. ce sont des directives ou des arrêtés européens. Enfin, ça doit être des directives européennes. Et ils ont un ordre de classification selon la dangerosité des maladies. Donc le A, c'est le pire du pire. C'est-à-dire, en gros, non seulement ça va tuer toutes les bêtes, mais ça va se transmettre à nous et nous faire crever aussi. Ben non, la DNC ne nous fait pas crever, hein. Elle n'est pas contagieuse à l'homme. On peut manger la viande et consommer le lait. Donc, plutôt que d'euthanasier les bêtes, ce qui n'est pas marqué non plus dans les arrêtés ministériels, il est marqué abattre, parce que oui, parce que normalement c'est consommable, donc c'est du gaspillage de vie pur et dur, hein. Et puis il faut voir dans quelles conditions. Et donc la DNC ne fait pas partie de cette classification. Ça, c'est un mensonge, mais ils ont fait ça subrepticement, malencontreusement. En 2016, ils nous ont glissé la DNC dans la liste des maladies gravissimes. Bon, remarque qu'ils ont aussi changé la définition de pandémie hein, ou d'épidémie. De toute Oui. façon, ils font tout comme ça les arrange. Sauf que le gouvernement français a fait genre oh, on est en panique, la DNC est arrivée chez nous, que faut-il faire? Eh bien, donc, ils se sont concertés en petit comité avec les principaux syndicats. Alors, évidemment, il paraît qu'il y a eu une erreur de casting. Hein, erreur de casting. La dame de l'ACR, elle était, paraît-il, pas représentative de l'idéologie CR. Hein. Mais en attendant, elle et la FNSEA ont dit avec la ministre de l'Agriculture, que eh ben, si ça devait arriver, il faudrait tout buter. Voilà. Plutôt que la maladie risque, pardon, que la bête risque d'être potentiellement malade, le mieux pour qu'elle attrape pas la maladie, on va la buter. Hein. Comme ça, c'est au moins on l'épargne. Hein. Donc ils Oui. se foutent de notre gueule. Et alors, comme ils ont mis cette espèce d'arrêté ministériel du 16 juillet disant on va tout buter si les préfets le désirent, si les préfets le désirent, eh bien, ça fait que ça fait un chantage, un levier de chantage pour obliger les paysans, du coup, dans un deuxième volet, celui des arrêtés ministériels du 11 décembre, de dire que bah, on peut épargner l'abattage total si on vaccine. Mais on peut, hein, parce qu'en fait, finalement, on a des documents officiels qui disent que, en fait, vacciner n'empêche pas d'euthanasier. Voilà, on peut vacciner et euthanasier. D'où l'intérêt. Est-ce ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un comportement mafieux hein,
Parce que j'écoutais l'autre jour Étienne Chouard qui rappelait les procédures de la mafia. Bon, j'avais pas besoin, mais je le cite parce qu'il en parle souvent et à juste titre. Hein. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui vont vous proposer leur protection, mais qui Oui, préalablement vous ont menacé ou tué une partie de votre oui, famille oui, avant. Là, on est exactement dans le même cas de figure. oui, C'est un procédé mafieux. C'est-à-dire que oui, on menace de tout tuer au niveau des cheptels pour mieux oui, ensuite vacciner oui, totalement oui, pour une oui. maladie. On est bien C'est- d'accord. Alors, je pense que tu n'es pas une spécialiste, mais je pense que tu vas nous confirmer parce que tout ce que j'entends auprès des gens qui font référence, c'est une maladie qui, a encore 10 ou 15 ans, ont soigné très très bien sans aucun vaccin. On est bien d'accord. Elle peut même guérir sans rien. Elle peut même guérir sans rien. Mais on va dire que c'est ceux qui nous ont créé le problème qui nous proposent la solution. C'est pas un peu du Bien foutage de sûr, gueule? Parce que bien l'histoire sûr. de dire oui, on monte à Paris pour défendre les paysans, et puis de ce que j'ai cru comprendre, la seule chose qu'ils aient réussi à obtenir, c'est peut-être l'abattage des loups. Hein, mais ils n'ont rien dit sur l'abattage des vaches ou la vaccination. Non, je suis désolée, la vaccination n'est pas une solution. Pourquoi il y a toujours qu'une doxa où la seule chose, c'est la vaccination? Pourquoi on n'a pas le droit de soigner? Pourquoi c'est interdit de soigner? Ou pourquoi c'est interdit d'essayer de voir ce que donne l'immunité naturelle? On a en France qu'une seule et unique solution imposée par terreur, par chantage, par menace, On est par bien d'accord. extorsion de consentement. Mm. Avec les mêmes procédés que pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'on a un ordre des vétérinaires qui exclut comme l'ordre des médecins. On a des médicaments qui sont... alors cette fois-ci, ils ne nous ont pas fait le coup de l'ivermectine, nous on l'a interdit quelques mois avant hein, pour notre fameuse docteur Alors, Buzyn recyclé à justement, l'OMS puis ailleurs mm. ensuite. Bref, on est vraiment dans les mêmes procédés. Hein. Alors je voudrais... et Est-ce que je suis complétiste quand je dis ça? Est-ce que je suis le seul à... Non, je pense pas être le seul à alors, constater ça. déjà, je te corrige parce que le terme complotiste a été inventé par nos gouverneurs pour discréditer en fait toute pensée divergente. Puisque dans le dictionnaire ou dans l'encyclopédie, si tu retrouves, tu sais, un de ces ouvrages papier, il est mentionné complot, comploté, comploteur, mais complotiste n'existe pas. C'est eux qui ont décidé d'essayer de nous discréditer par ce terme. Mais j'en ai rien à faire. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont utilisé des vaccins périmés. Alors, il faut savoir que si un paysan a le moindre produit pharmaceutique périmé, mais il se fait aligner, hein, il se prend une amende. Mais alors, Mm, eux, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et alors, le fin du fin aussi, ouais. c'est le titrage. Dans les produits Merck, en gros, tu as une proportion de 1 à 5 000. De 1 à 5 000. Ils se permettent une amplitude, c'est-à-dire que normalement, c'est 10 000, on va dire, virus atténués dans une fiole, mais ça peut aller jusqu'à 500 000. Tu te rends compte du choc pour l'animal? Mais c'est Bien de la sûr. maltraitance. Alors, on ne sait pas si, du coup, les zones de putréfaction au point d'injection, c'est dû à un virus atténué en dose exponentielle, ou si, potentiellement, puisqu'ils ne font jamais preuve de transparence, ça pourrait pas être aussi un ARN messager auto-amplifiant, puisque on sait depuis le courrier de l'Honest que dans la notice explicative des fabricants, il est dit que si l'opérateur se pique avec l'aiguille, alors je ne te parle même pas de s'injecter le produit, il doit aller de toute Oui, urgence à l'hôpital parce que son membre risque de se nécroser et de se voir amputé. C'est exactement ce qui se passe dans les abattoirs. Les animaux qu'on oblige à vacciner avant d'être consommés, c'est quand même un peu du délire, parce que le vacciner pour l'empêcher quoi? D'attraper la maladie avant de mourir? Ben non, ça rime à rien. mm, Eh bien, dans les abattoirs, ça va jusqu'à un quartier qu'ils prélèvent, c'est-à-dire qu'il y a une zone de putréfaction sur l'animal, et c'est ce genre d'animaux qu'on va manger, parce qu'on nous impose la vaccination, qu'on met en circulation dans le cursus alimentaire. Mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. ouais, On se fout de la gueule de tout le monde, on se fout de la gueule des éleveurs et des consommateurs. tout à fait. Alors, on va clore cette première partie. Merci beaucoup de Mhm. tes précisions, hein, et surtout de tes affirmations argumentées et sourcées, hein, parce qu'on Mhm. pourrait encore dire, comme Ah, t'inquiète, certains tout détracteurs. ça est dans les mains de l'avocat. Il faut savoir que, justement, pour enchaîner, Verte France
Donc, Ouais. attaque les arrêtés ministériels du 16 juillet et du 11 décembre. Alors, on les remercie d'avoir décidé finalement de compléter les arrêtés du 16 juillet, puisqu'ils disent que c'est en complément. Donc, ça nous a ouvert la porte et mis le pied à l'étrier pour pouvoir contre-attaquer ces arrêtés ministériels. Donc, je remercie la Alors, personne pour qui a fait attaquer, cette boulette. Mhm. pour attaquer la seconde partie, donc, hein, je t'ai invité au départ. Je ne pensais pas, j'avoue que je ne te connaissais pas. Hein, je suis désolé. Mal m'en a Il pris n'y a et pas je de suis mal. enchanté de faire ta connaissance et de l'étendue de tes compétences et surtout de tes champs d'action qui sont quand même assez incroyables, mais qui ont une logique par leur Oui, complémentarité. oui. Si on prend un peu de recul et qu'on dézoome, on voit que tous tes engagements sont très forts. Dans le cadre des relations que j'ai assez étroites et en toute amitié et en tout respect avec le syndicat des Gilets jaunes, Oui, moi Isabelle aussi. m'a envoyé vers toi et m'a dit il faut absolument que tu rencontres cette femme, elle est extraordinaire, etc., etc. Bref, et donc, le pourquoi de ta présence initiale, et puis après, bien entendu, comme j'essaie un petit peu humblement de creuser les problématiques, et puis comme j'ai un peu de bouteille, que je connais certaines choses quand même, j'étais très curieux de voir cette tendance, hein, parce que je parle de général, et après tu vas nous expliquer ce qu'est le syndicat que tu représentes, et son Mhm, historique, c'est vraiment très important. Mais je mhm. vois une espèce de tendance dans les syndicats, en tout cas des syndicats humains et puis les syndicats animaux, si je peux me permettre peut-être cette formule, et les syndicats nature, euh, d'une prise en main, une prise de pouvoir, d'une démarche citoyenne. Je Oui. retrouve dans ce que j'ai pu regarder en préparant cette émission, et depuis que je sais que ce syndicat existe, dans sa nouvelle version, hein, parce que je la connaissais dans son ancienne. Hein, il y a 20 ans, j'avais eu affaire, pour des raisons diverses qui sont hors sujet, à ce syndicat-là, entre autres. Et je m'aperçois que, un petit peu comme dans la politique, le citoyen est devenu une forme, un gage de garantie d'une forme d'intégrité qui a disparu, Oui. malheureusement, il faut bien le dire, dans beaucoup Oui. de syndicats. Je retrouve cette citoyenneté, cette intégrité dans le travail du syndicat des Gilets jaunes. Et je retrouve aussi dans le syndicat Verte France, que tu représentes, nouvelle version, on va dire, je ne sais pas comment tu veux présenter la chose, le syndicat Verte France V2, double 02 ou double 03, peu importe. En tout cas, cette nouvelle version, aussi ce même élan euh, d'intégrité et de désir citoyen de reprendre en main enfin la politique syndicalisme. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Oui, clairement. En fait, nous, on avait, dans notre idée de ne absolument pas, en fait, on est quelque part des dissidents, on n'obéit pas. On refuse la soumission parce que c'est nous, citoyens, nous, paysans, de décider pour nous-mêmes. Ce n'est pas à ces gouverneurs hors sol et mafieux même, parfois, de nous dire, de nous imposer ce que nous devons faire sur nos fermes. Voilà. Et c'est vrai qu'historiquement, il a été créé en 1999 par Alain Barranger. Et Alain Barranger a été en grande, grande difficulté. Ils ont essayé même de l'enfermer en prison. Enfin, ils l'ont dépossédé d'une partie de sa ferme parce que bah, il était dans le collimateur des FM. Et oui, d'ailleurs, je rappellerai aux francs-maçons qu'à la base, ils étaient là pour respecter les valeurs de la République, pas de la République. Hein, voilà. Donc, essayez de faire un peu de ménage dans vos rangs parce que ça commence à devenir pénible pour tout le monde. Donc, mis à part ça, donc, c'est un peu grâce à François Pal que ce syndicat a eu un deuxième vent de résurrection. Alors, ce deuxième vent de résurrection a été hacké par quelqu'un qui, en fait, voulait faire carrière solo, et qui est là juste pour se mettre en avant, se faire glorifier. Et on a découvert qu'il avait complètement hacké le syndicat et qu'il nous avait tous, autant qu'on soit dans le membre du bureau, virés. Il était devenu le seul et unique gestionnaire du syndicat, nouvelle version. Et il a même créé un compte PayPal, qu'il utilise d'ailleurs toujours pour récolter des fonds. Donc, les gens croient adhérer à Verte France, donc je préviens tout le monde.
le site internet de Verte France n'est pas à Verte France, il appartient à malheureusement Sébastien Béraud, dont il fait l'éloge. D'ailleurs, si vous téléphonez, vous verrez que c'est toujours lui qui répond, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a été obligé d'utiliser d'autres moyens de se faire connaître, parce que nous n'avons pas les moyens financiers de nous financer un site internet, puisqu'il a gardé tout l'argent pour lui. Et donc, les actions que Verte France mène sont financées par les membres du bureau. Nous finançons de nos propres deniers toutes les actions en justice et toutes les actions qui soient de nos propres deniers. Tout ça parce qu'on s'est fait hacker par un escroc. Et Alors, je ne sais pas je s'il y a me une permets de le procédure en dire, cours. Non, non, oui, il y mais en a il n'y a plusieurs. aucun Il y a problème eu pour moi. plusieurs plaintes et plusieurs procédures. Et d'ailleurs, je me suis permise d'aller sur un live hier pour que justement je lui fasse réagir, voir comment il osait parler de nous. Il a à nouveau commencé à agonir le syndicat Verte France, ce qui nous permettra de reporter plainte et de relancer la procédure parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement la justice, c'est comme beaucoup de choses, c'est parfois un peu vérolé et que la procureure du Puy-en-Velay nous avait un peu mené en bateau pendant près d'un an. Donc là, on a un nouveau procureur et il a l'air d'être désireux de mettre fin aux actions en quelque sorte criminelles de cet individu. Et donc, on va lui redonner du grain à moudre puisqu'il a bafoué, calomnié. Il a dit que Syndicat Verte France n'existait pas. Je suis désolée, vous allez voir sur le site internet de l'INSEE, vous verrez que nous sommes référencés bonnement et dûment. Nous avons un compte en banque en France, au Crédit Mutuel. Je me suis permis de faire la pub, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas un compte PayPal au Luxembourg. Et donc, oui, nous faisons preuve d'honnêteté et d'intégrité. Alors, La nouvelle écoutez, tous version. ceux qui, voilà, on parlera hors l'antenne. J'aurai peut-être des solutions pour éventuellement vous trouver la possibilité d'avoir un webmaster bénévole et un hébergement bénévole pour pouvoir vous aider. Ceci dit, cette précaution presque pas que oratoire, mais presque procédurale, puisque visiblement il y a des plaintes et C'est que pas presque, c'est si sûr. le si le est-ce que le nom du syndicat Verte France est déposé, protégé à l'INPI? Oui, 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 oui. On a justement changé le logo de Verte France pour absolument se dissocier de Sébastien Béraud pour ne pas justement être D'accord. assimilé à cet individu parce que on sait qu'il a monté de multiples cagnottes et c'était pas dans le but nécessairement d'aider les gens. Alors, il y a eu des cagnottes de montée, mais c'était grâce à ses bénévoles, pas lui. Et malheureusement, c'est un individu, moi, pour être allée à son procès à Périgueux, je l'ai vu devant les juges, enfin le juge et procureur, dire qu'il travaillait 90 heures par semaine et qu'il ne prenait jamais de vacances. Depuis le Covid, il est allé en Thaïlande, en Inde, au Brésil, Argentine. Je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui a les moyens financiers de voyager. C'est quelqu'un qui a les moyens financiers de s'offrir un nouveau tracteur 300 chevaux, sachant qu'en moyenne, un cheval, ça se négocie 1 000 euros. Et il est tous les 4 matins à réclamer des cagnottes. Nous, Verte France, on ne s'est même pas permis de faire ça alors qu'on a des actions qui sont légitimes et justifiées parce qu'on en a marre de ce principe de cagnotte où on raquette des gens et on n'a pas envie d'être assimilé à ce genre d'individus. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous aider, bien entendu, on accepte volontiers, mais on ne veut pas être discrédité par cette obnubilation de l'argent. La parenthèse étant fermée, mais il fallait qu'elle soit dite. Donc maintenant, parlons que de choses positives. Donc, vous Oui. avez repris depuis quand le syndicat Verte France est rené de ses cendres quand exactement? Alors, ça devait être en octobre 2024, il me semble. Et on a décidé, pour finir de scinder complètement, de dissocier totalement de Sébastien Béraud, on a déplacé le siège social dans mon département, la Creuse. Voilà. D'accord. Quel Voilà. est son Donc, le siège, objet? Quel est l'objet de... Parce que Verte il y a, France, c'est une c'est de- appellation générique. Est-ce que tu peux nous préciser les secteurs d'activité et la latitude alors, d'action que vous vous êtes défini? Alors, c'est tout ce qui est ruralité. Ça comprend les petits artisans, les petits commerçants, les petits auto-entrepreneurs, tout ça. Et ça comprend, bien entendu, les petits paysans, hein. On ne parle pas des grosses exploitations agricoles. On sait très bien que M. Arnaud Rousseau ne va pas adhérer à Verte France. Ça risque pas. Alors, il serait intéressant justement d'entendre vos points de vue
Mmh. Qu'est-ce que vous appelez une petite et une grande à partir Ah de bah, quand peut-on considérer, bon, je pense que le kidam et le c'est candide que je défini, suis et c'est le défini dans citoyen les moyen que je, attends, excuse-moi, le citoyen moyen que je suis a bien compris qu'il y avait un agro-business. Le citoyen que mmh, je suis a bien compris. Je parle pas des militants de base, parce que je suis certain qu'à la FNSEA, il y a des militants sincères, comme il y en oui, a oui, dans tous oui. les syndicats et comme il y en Tout a à dans tous fait, les partis politiques, quels que soient les complètement. bords. Le militant Ouais. de base est toujours quelqu'un investi et qui malheureusement pour diverses raisons, peut être manipulé ou être en toute bonne foi abusé. Donc, encore une fois, je mets ces précautions oratoires parce que je ne veux pas qu'on généralise. Mais on a bien compris que la Oui, FNSEA était au service de l'agro-industrie, pour faire simple, hein, et que les petites structures sont plus souvent défendues par d'autres syndicats qui sont parfois d'ailleurs, si je ne m'abuse, aussi infiltrés avec une forme de pantouflage, des gens qui vont d'un syndicat à un autre, soi-disant représenter des idées nouvelles ou défendre des intérêts différents, euh, pour, in fine, malheureusement, parfois même les mêmes résultats. Mais bien sûr. qu'est-ce que dans le discours du syndicat Verte France est une petite exploitation et une grande exploitation? Est-ce qu'une grande exploitation ne pourrait pas être éthique, comme une petite exploitation peut aussi se comporter de façon, on va dire, anormale ou servir les intérêts de l'agro-business ou de quelques-uns? Où est la frontière et quels sont les critères en clair? Alors, les critères sont définis, de façon, on va dire légale. Il y a des normes pour dire petit ou grand. Maintenant après au niveau éthique, effectivement, on pourrait être théoriquement une grosse exploitation et quand bien même être vertueux. Mais ça, on va dire qu'ils se comptent sur les doigts d'une main ces gens-là et inversement, on peut avoir un petit exploitant qui fera aussi de la merde, faut le dire. Il y en a qui se diront: «Bon, j'ai acheté, en loose day, un peu de lindane, un peu de néonicotinoïdes ou n'importe quoi». Il y a aussi ce genre de gens. Non, nous, ce qu'on veut représenter, c'est les gens qui ont vraiment envie, de ne pas être dans une sorte de société cannibale où on envie la propriété du voisin et on veut absolument accaparer les terres du voisin. On veut des gens qui sont soit dans l'entraide, qui soient dans le bien-être, le respect du bien-être animal et végétal. On va dire qu'on est une sorte de forme dissidente vertueuse. Mm. Alors, pour Enfin, que l'on puisse se c'est mon rendre compte idéologie. votre, qu'on puisse se rendre compte, bah, quel est tu es la secrétaire ou tu es la présidente? Ah non, 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 je suis secrétaire. Secrétaire. Alors, par D'accord, contre, alors c'est pas que je veux lâcher mon poste, je tiens absolument à rester dans Verte France parce que ce qu'on fait, c'est véritablement enfin moi ça me tient à cœur. Mais je suis sincèrement, en tant que paysanne, une vraie brêle, en informatique, comme tu as pu le deviner tout à l'heure, enfin dans les échanges qu'on a eus. Je suis pas la meilleure des secrétaires, faut le dire. Je suis bonne en relations commerciales, façon de parler, appeler les gens, obtenir des informations, sur, ce qui nous est crucial, oui. Par contre, malheureusement, il se trouve que dans ce domaine-là, j'ai été contactée par des personnes qui m'ont ouvert les yeux et effectivement, sur les autres syndicats, ça fait peur à voir. alors, pour bien comprendre, Oui. est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de gens qui reviennent vers vous? Euh, qui sont-ils? Pourquoi viennent-ils vers vous? Et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en tant que syndicat? Alors, la majeure partie de ceux qui, viennent vers nous, ce sont des gens qui sont contre la vaccination, que ce soit des éleveurs ou des consommateurs. Des gens qui prônent plus le naturel, le respect de l'espèce, parce que là, on s'est bien rendu compte qu'ils ont nui à des races locales, hein, principalement. Des races anciennes, des années de sélection, de génétique, ils détruisent le vivant et ça, c'est ce qui, à mon avis, nous fédère tous. Les gens qui se rapprochent de Verte France, c'est ceux qui ont une optique vertueuse et respectueuse. Et qui veulent se battre D'accord. aussi. Alors, c'est où ils veulent se battre directement, ou ils nous délèguent pour se battre pour leurs intérêts.
D'accord, donc si j'ai bien compris, hormis, la communication, hormis, l'éthique, le concept, que vous représentez, que vous défendez et que tu défends, très bien, hein. Tu es une bonne Mmh communicante, à défaut d'être une mh. bonne secrétaire selon tes dires. Hem, Oui, Aujourd'hui, je suppose que vous avez des procédures qui sont en cours. C'est le principe d'un syndicat, oui, c'est de oui, représenter les personnes dans le cadre de oui. procédures. Alors, vous, c'est pas des procédures prud'homales, quoi que ça pourrait l'être, je ne sais pas. Quels sont les types de procédures dans lesquelles vous représentez des intérêts privés face peut-être à l'État ou à des Alors, collectivités bien territoriales dis ou... disons que comme nous, on a repris un peu, le fil de l'actualité parce que c'est que depuis, le mois de juin de l'année dernière qu'ils ont commencé à vraiment, tabasser les paysans avec des mesures, mortifères. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'entraver, les arrêtés préfectoraux, par des référés suspension ou liberté selon, les critères d'éligibilité, de les garder inscrits pour les ajouter au dossier, sur lequel, on attaque donc en Conseil d'État, en cassation, les arrêtés ministériels du 16 juillet et du 11 décembre. Parce que, on est en train de démontrer que la classification est erronée et qu'ils font semblant de ne pas le savoir, qu'il y a maltraitance animale. Enfin, de toute façon, je déroule le dossier, mais ils le savent très bien. Et j'en garde un petit peu sous le pied. Je ne vais pas tout révéler, mais je trouve que ça sent bon. Je trouve que ça sent bon. Donc, c'est clair qu'il faut que les paysans jouent la montre contre la vaccination. Et il y a des départements, j'ai découvert, qui finalement n'obligent pas à la vaccination. Il faut le savoir. Tout à fait. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et donc, alors j'irai pas vous dire d'aller planquer vos bêtes là-bas, mais si on faisait un tant soit peu effort de solidarité, ce serait presque la solution à adopter. Mais bon, pendant que les bêtes françaises n'ont pas le droit de se déplacer, les étrangères ont le droit de circuler librement. Ça me rappelle le Covid. Moi, pendant le Covid, j'ai eu des Jamaïcains qui sont arrivés à mon pas de porte pour faire la visite des parcs à bisons. J'ai dit: «Mais d'où que vous venez? Comment vous avez fait? Parce que on a interdiction de nous déplacer et vous êtes là?» Et ils m'ont dit: «Oh bah, c'est simple, on a pris l'avion, on est arrivé aux Pays-Bas, on a traversé la Belgique et on est arrivé en France». Non mais sérieusement, on s'est foutu de notre gueule, mais royal. Et on se fout toujours de notre gueule, c'est impressionnant. Et il faut savoir que souvent, il faut pas oublier qu'ils utilisent les merdias pour nous faire peur et nous faire croire à des mensonges. Parce que ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, c'est le jour et la nuit. Nous, par exemple, moi, établissement RPA, pardon, recevant, pardon, du public, Oui. j'ai, ERP. heu, ERP, oui, RPA, c'est mon diplôme de protection Oui, c'est ça. animale. Et et moi, je n'ai jamais demandé de certificat Covid. Déjà, je ne suis pas vaccinée, mais j'ai toujours refusé de jouer le jeu parce que, pour moi, c'était scandaleux et il n'avait jamais été fait office de l'obligation de vérifier. Il était dit qu'on pouvait vérifier. Mais pire encore, c'est une violation du secret médical parce que comme ça, tu sais s'ils sont Tout à vaccinés ou fait. pas vaccinés, mais de quel droit? Mais de quel droit? On viole tous les principes, fondamentaux. Mais bon, on On a est un bien d'accord. gouvernement qui aime bien, tout ce qui passe sans vaseline, on va dire. On, on est, on est bien d'accord. Tu as le droit de décider, comme tu viens de le faire, de dire que tu n'es pas vacciné. Et comme on me Mmh. pose la question, moi, je réponds simplement, en tout cas pas dans un terme, dans un domaine public, que ça ne vous regarde pas. Mmh mh. Mon vote Non, non, moi reste privé, mon état de santé reste privé et mon état vaccinal, sauf quand on me le demande de façon obligatoire, reste privé. Donc on a tout à fait le droit oui, de de ne ne pas pas dire communiquer si on veut dessus. ou pas d'être vacciné. Bien sûr, bien Oui, évidemment. mais bon, moi je vois qu'autour de moi, il y a tout le monde qui a la crève comme pas possible et comme tu le vois, waouh, je vais bien, je suis pas en train d'éternuer ou quoi que ce soit. Bon, c'est triste à dire, Mhm, mais ils ont vraiment bien enflé le peuple français bien et ça, évidemment. ça me fait de la Bon, peine ceci parce dit, que mmh, pour faire une précision, j'ai pas été au restaurant et au bar pendant 1 an et demi, donc tout le monde aura compris que bien évidemment, ah comme tout beh, le monde, un peu respectueux de soi-même et qui essaye de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend, il y a des alors moments où il faut c'est pas faire des choix seulement dans la ça. vie qui sont... C'est pas seulement ça, parce que je peux te dire que les soignants, ils ont vraiment pris cher. On leur a pas laissé le choix et pire encore, encore une fois, ce sont les syndicats qui ont été véritablement des petites vérolles, des vermines. Parce que normalement, ils sont censés défendre les intérêts de leurs adhérents et au lieu de ça, ils ont joué, le jeu du gouvernement.
Le gouvernement avait initialement prévu de les licencier tout bonnement, mais sauf que s'ils avaient été licenciés, ils auraient touché le chômage, donc ils n'auraient pas été pris à l'étrangleur. Donc, Oui, oui, c'est cette ignoble. négociation de dégueulasse, mais vraiment de dégueulasse et de Oui, traître, oui, eh on est bien, c'est d'accord. fait entre le gouvernement et les principaux syndicats en disant et pourquoi on ne les suspendrait pas plutôt? Comme ça, ils n'auront pas Mmh. d'indemnité s'ils se barrent. Et puis, euh, et puis, si on le mettait ad vitam aeternam et sans solde, alors que dans le droit public, il est dit qu'une suspension pour faute grave et sans solde, c'est maximum 4 mois. Tout le monde aurait pu peut-être tenir 4 mois, mais ça ne les arrangeait pas. Voilà. On est bien d'accord. À titre personnel, j'ai un enfant sur quatre qui a été obligé de se vacciner, Dieu merci, sans séquelles et sans effets Ouais. secondaires pour l'instant. Pour Tu l'instant. as, tu Mais, as de la chance, moi, et c'est la deux moitié. fois, autrement, elle perdait son travail et elle ne pouvait plus exercer. On est bien d'accord. Fermons cette parenthèse personnelle qui est importante aussi parce que on retrouve encore une fois dans ce que l'on Ben, est en train de vivre là le parallèle avec la pandémie Covid. C'est incroyable. Hein. Ils essaient de c'est nous pour ça. refaire toujours la même chose. J'espère que cette fois-ci, beaucoup de gens, quand même, parce que la première fois, il peut y avoir l'effet de surprise. Mais enfin là, il n'y a pas vraiment d'effet de surprise, à mon avis. Il faut savoir qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai des relations qui se sont développées dans différents réseaux, dont les Gilets jaunes, c'est parce que moi, je me suis. Paysans, on gagne une misère, on gagne rien. Donc, autant te dire qu'on sait ce que c'est que de trimer pour un salaire de misère. Mais bon, j'ai la chance, moi, au moins, de faire un métier que j'aime et qui me passionne. Mais j'ai été de tout cœur dès le début avec les Gilets jaunes. Parce que je voyais cette espèce de tyrannie qui s'impose à nous Français. J'ai été du convoi de la liberté et je suis paysanne, donc je joue, mais sur toutes les casquettes, tu vois. Et j'ai des enfants qui Alors sont c'est très salariés. bien, une transition, c'est parfait, tu devrais faire des émissions en même temps, c'est super. Nous, on est des militants bénévoles, donc on revendique notre amateurisme, et en même temps on essaie de faire les choses à peu près professionnellement pour que ce soit regardable et surtout instructif, c'est surtout ça. On voudrait créer à la MDF une espèce de médiathèque qui pourrait servir d'inspiration, quels que soient vos bords politiques, pour recréer justement à la fois du lien social, mais surtout reprendre la politique locale et communale. Hein, c'est pour ça que nous militons. Et donc, on va parler de politique avant, et on va attaquer le troisième biais. Donc là, je mets en avant un article qui date de 2024, hein, Oui. où on te voit candidate en Creuse pour une démocratie directe. Alors, effectivement, non seulement je t'avais pas invité pour ça, mais juste pour le syndicat des Vertes France, mais je découvre, en plus de ton activité syndicalisme, ton activité de militante. Alors, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Pourquoi la démocratie directe? Dans quel contexte? Et quel est le moment où tu as pris conscience qu'il fallait. Alors, je ne sais pas si tu fais partie de ceux, excuse-moi, l'introduction va être un peu longue, mais c'est pour qu'on puisse savoir où tu te situes, entre guillemets. Si tu veux bien nous répondre, bien entendu. Il y a des Oui, démocrates. oui, oui. Alors, quand je dis démocrates, c'est pas à l'américaine. Hein, je parle de démocrates qui sont des démocrates directs, hein, pas ceux qui emploient les pléonasmes, les oxymores plutôt de démocratie consultative, délibérative, etc. Euh, la consultation est importante. La décision est aussi plus importante, si ce n'est encore meilleure que la consultation. L'abrogation doit être présente. C'est là où s'épanouit la vraie démocratie directe. Donc, toi, tu fais partie de ceux qui sont républicaines et qui voudraient la fin du mandat impératif et une forme de décision des personnes, ou tu préconises peut-être aussi une non-représentativité, comme certains dont je fais partie, qui pensent que la fin de la représentativité de la République doit arriver pour l'avènement d'une vraie première démocratie. Ça pourrait être aussi une transition. Donc, comment tu te positionnes par rapport à ça et pourquoi tu en es venu à te présenter à des élections et dans quel contexte? Alors, moi, je dirais qu'il faudrait demander au peuple ce qu'il désire, pour commencer. Savoir s'il désire se représenter lui-même ou avoir des représentants. Mais s'il y a des représentants, il faut s'assurer véritablement de la virginité de leur casier, hein, et de leur intégrité morale et d'avoir, si ça doit se produire, un mandat impératif et révocatoire parce que s'ils font de la merde, il faut les dégager. S'ils ne défendent pas les intérêts des personnes qu'ils représentent, il faut les dégager. Là, à l'heure actuelle, ça ne marche pas comme ça. En fait, ils sont intouchables, ils sont au-dessus des lois.
pire, ceux, comme je le disais, de la francophonie, puisque eux ne répondent d'aucun de leurs actes. C'est juste ignoble et impensable. La Révolution française, c'était l'abolition des privilèges, et là, on se retrouve avec une caste de privilégiés qui n'a de compte à rendre à personne. C'est juste impensable. Donc moi, je sais qu'il y a des Français qui n'ont pas envie de se représenter eux-mêmes, que ils se sentent pas concernés, voire limite ils en ont rien à battre. Il faut leur laisser malgré tout le choix de savoir ce qu'ils veulent, tous autant qu'ils soient. Personnellement, je ne veux rien imposer. Je veux que ce soit les gens qui décident pour eux-mêmes. Après, je pense qu'il faudrait aussi avoir des sortes de conseils, comme des conseils municipaux, mais ouverts à tous, pas juste à une petite clique. Moi, cette façon d'avoir des conseils municipaux où tu dois fermer ta gueule jusqu'à la fin du débat et éventuellement, on t'accorde la parole si potentiellement ça ne dérange pas. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Enfin, c'est mon idée personnelle, bien entendu. Ben, je dis ça parce qu'en fait, mon retour de vécu, quand tu découvres qu'on a l'intention de raser la montagne juste à côté de chez toi, parce que ça a été décidé en petit comité comme ça, sans rien demander à personne, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça scandaleux. Tu t'es présenté en T'en penses? 2024. Je pense que c'est dans le cadre de législatives anticipées ou c'était dans Oui, quel cadre? oui, C'est oui, ça? oui. Oui, D'accord. parce qu'en fait, il s'est trouvé que j'aurais laissé pisser si j'avais pas eu Jean-Baptiste Moreau, donc un ancien député de la Creuse, qui se représentait. Ça m'a chauffé grave. Je me suis dit, ah non, quand même pas, il va pas oser revenir. Il va pas oser revenir. Et donc, c'est à cause de lui que je me suis présentée aux législatives, parce qu'il faut savoir qu'il était paysan. Enfin, non, pardon, paysan, agriculteur. Pour moi, je fais une différence entre paysan et agriculteur. Le Mhm. paysan, c'est celui qui a un certain bon sens. L'agriculteur, c'est celui qui veut faire principalement du business. Et ce monsieur-là, il a fait un 180. Il a voté les accords du CETA alors qu'il était censé être représentant du monde agricole. Et, euh, et il est lobbyiste maintenant. Il est clairement lobbyiste. Il est quelque peu scatophile. Hein. Je pense que M. Macron doit avoir le cul propre avec ce monsieur. Oui. Oui, non, Oui, mais moi ça me fait rire, hein, personnellement. Donc, oui, oui, oui. Et donc, non, pour moi, c'était juste impensable que cet individu ose revenir en Creuse, se présenter avec tout le mal qu'il a fait. C'est de la trahison. Pour moi, j'estime que quand tu es un député, tu dois défendre les intérêts de tes concitoyens, pas obéir à des ordres qui te sont issus de ton parti politique ou de lubies de fanatiques illuminés. et alors, quelle était la teneur de ton programme? Oh, il n'y en avait pas vraiment. Personnellement, je voulais juste retrouver une démocratie, essayer de faire bouger un Hmm. petit peu les choses. Bon, c'est peut-être illusoire, mais moi je suis un peu un électron indépendant. Je n'avais pas On l'avait véritablement envie de compris. suivre des consignes. Je voulais le faire à l'affect. Je ne dirais Hmm. pas que j'étais une adepte de Coluche, mais à un moment donné, il faut quand même être proche du peuple et savoir ce qu'ils veulent et les représenter au mieux. Les intérêts, nos intérêts. Là, on voit bien que tout est bafoué. Je suis désolée, mais en 2005, on avait voté non. Ça prouve bien que nos Bien sûr. députés ont bafoué leur devoir de représentation et nous ont carrément violé notre constitution. Ils ont fait l'inverse de ce qu'ils devaient faire. Et là, encore à Bien l'heure sûr. actuelle, ils se foutent de notre gueule en disant oh, regardez, on va être obligé de se soumettre aux accords du Mercosur. Mais non, on n'est pas obligé de se soumettre. C'est vous qui nous soumettez. Parce que nous, Français, on n'a pas l'intention de se soumettre. C'est vous qui nous trahissez une fois de plus à ne pas faire votre devoir de représentation et de nous défendre. À quel moment? Mais à chaque fois, tous les pays font la même. Hein. C'est à croire que, remarque, Oui, oui. c'est Europol, en collaboration avec Sylvie Charles, ils ont fait un petit rapport qui n'est pas piqué les verres, qui dit que c'est en France qu'il y a le plus de corruption étatique d'Europe. Donc, tu Oui, comprends un peu où on en est. oui, oui. Bah, je suis Bien désolée, mais sûr. la corruption, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Là, Bien la sûr. pomme, elle est pourrie, là. Mais il faut virer tout ça. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est pas nouveau parce que bon, moi qui est d'une génération un peu plus haute enfin haute, un peu plus vieille plutôt que la tienne, et qui a pris conscience des problématiques agricoles il y a très longtemps.
on était, avant l'Europe, les champions du monde avec le CNIS et en ce qui concerne les semences hybrides F1, où d'ailleurs à l'époque, le papa de l'actuel président de Cocopelli a failli et a mis à un moment donné la clé sous la porte puisqu'il avait été condamné pour semences illégales à 80 000 francs de l'époque, hein, cette fameuse association. Et je salue d'ailleurs son fils qui a Oui, repris le flambeau et à la suite bien. de son regretté père qui était un bon militant. Donc rien de neuf sous le soleil. Hein. Les Claude et Lydia Bourguignon nous avaient déjà prévenus, Pierre Rabhi nous avait déjà prévenus, José Bové dans un autre style nous avait déjà prévenus, à l'international des gens comme Vandana Shiva et autres nous avaient déjà prévenus. Donc malheureusement, tu employais à juste titre le mot paysan. Euh, on a mis un modèle en place agricole aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de demander à nos paysans de monter en capacité, de leur donner les moyens d'être plus efficients et de rester dans leur démarche paysanne, on a imposé un modèle agricole malheureusement de force, hein, avec le remembrement. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire, c'est très intéressant. Je renvoie les gens que ça Mais, intéresse à notre mais émission d'ailleurs, avec Philippe Grégoire, qui nous a magnifiquement expliqué ça dans une ouais. émission en fleuve de 2h30, 3 heures. C'est très intéressant. Mais Et d'ailleurs, tu as tout tu à fait parles des raison quand aides. tu dis ça. Quand tu Oui, parles des aides, ça a été la corde au cou des paysans, mais quand bien tu sûr. regardes que l'Europe donne 100 millions d'euros à un milliardaire ukrainien dans sa politique agricole, qui est basé à Chypre et à des comptes offshore, tout ce que tu veux, mais d'où est-ce que les aides agricoles partent à des milliardaires? Non, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Les aides, ça devrait être pour aider à la survie au moins des plus petits, mais pas pour Bien. l'enrichissement des gros. Oui, mais enfin, rien d'étonnant, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes tel qu'ils l'ont décidé, puisque en même temps, on donne des subventions à la presse et aux médias qui sont détenus par des Merdia, milliardaires. Merdia, Merdia. Ouais. Oui. Dis pas Média, On donne, c'est de la merde. moi j'appelle ça la presse d'État. On donne des subventions aux grandes entreprises qui donc font baisser, alors des subventions indirectes hein, par l'allègement des charges sociales, alors qu'à la base ça s'appelle des cotisations sociales. Je vous renvoie aux travaux de l'excellent euh, Franck Lepage sur la sémantique. Hein, une cotisation sociale, c'est comme le chômage, c'est une assurance chômage. Hein, donc on a cotisé pour ça de la même manière qu'on souscrit à des assurances. Donc quand on a un accident de la vie, on ne devrait pas avoir à se justifier. Et de la même Oui, manière, aujourd'hui, on nous bascule dans un monde où on réduit les pouvoirs de la santé du monde hospitalier en expliquant et en légitimant le déficit de la sécurité sociale, mais la sécurité sociale n'a pas un déficit à cause de ses charges, elle a juste un déficit à cause de ses produits, puisque l'argent ne rentre plus, et qu'en plus elle est financée dans des secteurs à la fois financés dans des secteurs financiers. Bon, bref, il faudrait prendre le temps, mais on voit bien que, enfin, rien n'est et, étonnant, tout fonctionne et- dans l'intérêt de toujours les mêmes, on a bien compris. oui, et puis quand tu parles de sémantique, éducation nationale, mais à quel moment ils sont censés enseigner, mais pas éduquer nos enfants? On Et est c'est bien pas pour d'accord. rien d'ailleurs, quand tu regardes que, alors je suis désolée, je me disperse pas mal, mais ils avaient Non, déjà non, tout c'est pas planifié grave. d'avance, hein. Ils avaient tout planifié d'avance parce que quand il nous a dit que c'était pour éviter la radicalisation, qu'il fallait mettre nos tout petits dès l'âge de 3 ans à l'école, c'était parce qu'il avait déjà prévu son programme EVARS. Le plus tôt Mm. possible, on leur apprend des choses absolument abjectes et dégueulasses et le mieux c'est. Comme ça, le consentement dès l'âge de 4 ans, c'est plus du tout de la pédophilie. Ils sont vraiment en train de faire marche arrière sur les droits de l'homme et tout ce qu'on veut, hein. Et puis, le classement général de la France au niveau éducation, hein, enfin, enseignement pour être exact, on est tombé Mm. 26e ou on est encore plus bas maintenant? Je sais pas, oui. Moi, j'étais resté à 23 ou 24 au classement Pizza, oui, Ah tout non, à non, fait. non, on est déjà en dessous de On a 26 au moins. redescendu. Bon, Oui, oui, voilà, 26, tout va bien. Tout va c'était le bien dernier dans le classement meilleur que des j'avais mondes vu. pour eux. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Mais, Alors, mais fermons la parenthèse, oui, si tu veux bien, oui, Florence. oui, On aura compris ton engagement, on aura compris que tu es une fervente à la fois défenseuse des droits citoyens et que tu l'exprimes politiquement, puisque tu t'es engagé en politique, hein, avec
un programme, contrairement J'ai à ce fait que ce que tu j'ai dis. pu, hein. Oui, mais bon, Avec le sabotage, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. c'est pas grave, il faut le faire. Et de toute façon, nous Mmh. sommes en train de préparer. Quand je dis nous, je parle de toute la sphère, qu'elle soit en relation ou pas. Il y a en France diverses et multiples, voire des centaines, peut-être des milliers de petits mouvements qui œuvrent de façon euh, en dessous des radars, on va dire, de façon très tamisée, en essayant de ne pas être forcément dans la lumière, et qui commence petit à petit, justement, à travers le local, à reprendre notre pouvoir. Et c'est très intéressant puisque on voit de plus en plus, et c'est là où une bonne idée ne peut pas être arrêtée, hein, même si on veut décapiter ceux qui en sont les porte-paroles, on s'aperçoit qu'ils se sont appropriés ces éléments de langage qui nous parlent de démocratie tout le temps, qui nous parlent de participation citoyenne tout le temps, mais c'est que justement, ils ont pris peut-être la mesure. Bon, pour l'instant, ils essayent de la contrôler, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas puisque les gens sur le terrain sont des gens comme toi et moi qui œuvront au quotidien avec des petites choses et avec des choix qui sont symboliques, hein, et qui actons. Parce que la politique, n'oublions pas, sémantiquement, ça veut dire la gestion de la cité. Donc toi, en tant que représentante d'un syndicat, Verte France, en tant que citoyenne investie, en tant que militante politique, en tant qu'entrepreneuriale agricole, je ne sais pas si ce mot, cette locution peut être acceptée. En tout cas, c'est de fait ce que tu es. Comme moi, je suis un petit patron qui est payé en dessous du SMIC horaire, vu les heures que je fais, et que je représente plus de 90% du tissu économique français, hein, pas de ceux qui sont aidés, mais de ceux qui sont en train de mourir, tous, les uns après les autres. Nous sommes tous en train de mourir, quels que soient les secteurs d'activité. Et c'est pour ça que ce réveil est fort intéressant. Et dans ce cadre, donc pour reprendre Et le fil aussi, tu oublies, Oui, maman. pardon. Je suis maman de 4 enfants. Ah, bon, bah, bienvenue au club, hein, ou inversement, je ne sais pas. Moi, je Ouais, suis papa de 4 enfants. Ouais. on va dire, pas de chance. Je les adore. Donc, c'est mon fil à la patte parce que, honnêtement, si j'avais pas mes enfants, je pense que je serais beaucoup plus radicale que je ne suis maintenant. Ouais. Mais en même temps, j'aime bien, je pense que tu as dû connaître j'aime bien ce documentaire qui disait Nos enfants nous accuseront, qui date de 20-25 ans, que j'invite tout le Je l'ai monde, pas vous vu. tapez Nos enfants nous accuseront, qui parle justement de la réappropriation locale de l'alimentation, alors à travers un exemple de l'alimentation bio dans les écoles, hein, notamment. Mmh. Et je pense qu'on en est tous là, on est juste en train de se dire que si nous ne faisons rien, même si nous n'y arrivons pas, au moins nous aurons essayé et que nos enfants ne nous accuseront pas de n'avoir rien fait, hein, en fin de compte. Tu Alors, te rends si compte tu que dans permets, oui, 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 pardon, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, j'ai tendance à me disperser. Vas-y, vas-y. Non, 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 il n'y a pas de problème, tu fais les digressions que tu veux. Euh, Mmh. je voulais terminer avec le volet politique, mais pas que. Et après, on va parler, si tu veux bien, dans la dernière partie, de la problématique paysanne actuelle, même si on y a beaucoup parlé, mais on a fait beaucoup de constats. Et Mmh. j'entends peu parler de solutions. Et avec certains des associations avec qui nous réfléchissons en commun, nous pensons en avoir peut-être trouvé une. Bref, on va en parler. D'accord. Ce serait très intéressant d'avoir ton Mmh. avis là-dessus. Mais avant ça, je voudrais refermer le volet politique, Mmh. politicien, élection. Est-ce que tu envisages éventuellement de te présenter dans ta commune à laquelle tu es rattaché, et de te relancer dans le combat militant pour ces communales de 2026? C'est pas gagné. C'est pas gagné, il faut que je sois à nouveau éligible et le Conseil Ah, constitutionnel m'a rendue inéligible. Alors Sylvie Charles s'attelle au dossier parce qu'elle dit que c'est fallacieux, ils ont menti sur, le prétexte, qui me rend inéligible. Alors je t'explique, sur le site internet, des comptes nationaux, de comptes publics et cetera et oui, compagnie, parce que c'est CCN, PPF et cetera. c'est ça. Il est Oui. mentionné que tu as 2 formes de comptes de campagne.
tout à Tu as fait. les comptes de campagne, la comptabilité et le compte de campagne, le compte en banque. Voilà. Et il se trouve que, pour ouvrir un compte en banque, il faut avoir fait plus de 5 de voix, il faut avoir, perçu des dons, perçu de l'argent de l'État et avoir dépensé plus de 4 000 €. Je coche aucune case. Du coup, quand mon banquier m'a eu filé mon emprunt pour financer donc ma facture, parce que j'ai eu qu'une seule facture, heu, l'imprimeur commençait à trouver le temps long et donc il m'a dit: Va falloir peut-être vous dépêcher de me régler tout de suite, sinon je vais vous envoyer l'huissier». Donc c'est passé direct de l'emprunt bancaire qui est arrivé sur mon compte, direct sur, le compte en banque de l'imprimeur. Et donc j'ai été contactée par, la commission des comptes de campagne et ils m'ont demandé mes comptes Mmh. et je leur ai montré une facture, un règlement, point barre, affaire réglée. Ils ont dit: «Ah, Et non. d'accord». Eh ben non. Non, non, ils ont dit que j'ai commis une faute grave, hein, quand même, hein, c'est pas Oui, juste une oui, je faute, c'est sais. une faute grave. J'ai fait preuve de transparence, mais voilà, j'ai pas ouvert un compte en banque parce que j'ai réglé directement la facture. Alors qu'il est mentionné sur leur propre site internet que, pour être dans l'obligation d'ouvrir un compte en banque, il faut répondre à ces 4 critères. J'en réponds à aucun. Ouais, alors je connais très bien le moi j'ai appelé, toujours dans le combat que nous faisons avec mes camarades à des mairies démocrates de France, d'être le plus égaliste possible, même si on ne Mmh. s'interdit pas de refaire la voie et la loi. Mais je suis très au fait de ce que tu viens de dire. Ils se basent sur le fait qu'ils ont dans la loi inscrit une antériorité de et que tu dois à un moment donné, si parce que c'est très compliqué, c'est-à-dire que d'un côté il y a des critères que tu viens d'évoquer, et puis de l'autre il y a une obligation qui est Ça donnée coupe, je t'entends par la plus. loi pour Ouais, pouvoir revenir sur une ça coupe. antériorité de 6 mois et pour pouvoir justifier. Et pour ça, c'est en cela il t'oblige normalement à avoir soit un mandataire financier, soit un compte de campagne. Mais c'est très intéressant parce que nous avons eu un débat en interne entre démocrates, justement sur ce principe-là, où moi je défends la théorie qu'il faut être légaliste jusqu'au bout parce qu'ils vont essayer, y compris pour les municipales, ils vont essayer d'empêcher les gens, s'ils sont élus dans la majorité ou dans dans la position, ils vont essayer de faire ce qu'ils ont fait avec toi, c'est-à-dire de les faire taire en les radiant, parce que Mmh. concrètement, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème ni de probité, ni de conflit d'intérêts, ni de détournement. On a bien compris. Le tribunal enfin, c'est pas le tribunal Conseil administratif, c'est constitutionnel. la commission Alors des comptes de campagne a été jusqu'à te rendre inéligible. Donc je suppose que tu ouais. es obligé d'aller au Conseil constitutionnel. Comment tu Alors, fais? je sais pas, moi je t'avoue que ça m'a tellement pas alors c'est assez divertissant parce qu'ils ne m'ont même pas écrit pour me dire qu'ils m'ont rendue inéligible. Je l'ai découvert, sur une petite conversation Facebook, sur le site officiel, D'accord. de Cause Tourisme et le pire, c'est qu'en fait, c'est mon associé parce qu'on avait, prévu de faire une porte ouverte et il avait demandé à Creuse Tourisme de faire un petit encart pour, parler de notre manifestation et je l'entends en train de râler en disant: «Mais de quel droit? Mais franchement, il a pas honte le gars d'oser la ramener» et j'ai dit: «De quoi tu parles?» parce qu'en général, on critique pas les gens qui consultent le site internet. Il me dit: C'est Michel Moine». Il me dit: «Tu vois de qui il s'agit?» J'ai dit: «Bah non, c'est qui celui-là?» Il me dit: «C'est l'ancien maire d'Aubusson, c'est celui qui était président de la Comcom» et localement, nous savons tous que, il a laissé des dettes abyssales et donc en matière de comptabilité, il peut pas quand même me critiquer le gars. Enfin bon, il m'a dit, il a commencé par m'attaquer en disant que, il ne voulait pas aller à cette manifestation pour entendre les élucubrations, politico-complotistes de la patronne. Et donc, on s'est taclé, progressivement, successivement, puisque j'ai découvert que ce monsieur, se permettait de dire qu'il fallait pas aller venir visiter, notre exploitation et ouais, non, franchement, il a pas mal au derrière, hein, celui-là, hein. Ouais, il y a d'ailleurs un de ses conseillers qui s'est suicidé à cause de lui.
D'ailleurs, il a laissé une lettre et son compagnon a laissé un ouvrage là-dessus. Non. Ouais. Décidément. Et alors, donc, revenons à nos bisons. Du coup, tu es provisoirement déclaré ou pas, alors, inéligible? Pour une facture qui n'a pas été notifiée dans un compte de campagne, c'est ça, hein, Alors la non, 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 vérité. c'est pas ça, c'est juste ah si, si, ils ont eu ma comptabilité, elle a été en toute transparence. Non, c'est juste que eux, pour eux, la formalité d'ouvrir le compte, c'était, absolu et nécessaire et donc c'est une faute grave. Oui, oui. Mais sinon, Oui, oui. non, non, bah là, il y a eu transparence, hein, au niveau des comptes, une facture, mince, c'est pas compliqué à produire, hein. Surtout D'accord. quand je prouve le financement. J'ai reçu aucune aide, de toute façon, ils pouvaient accéder à mes comptes bancaires et tout, il y avait pas du tout de D'accord. problème. Non, non, on ne m'a pas accusé d'avoir fraudé. Il manquerait plus que Non, ça. non, non, c'est Ça aurait pas, été de la c'est pas ce calomnie que là. j'ai, Là, c'est je pas ce les que ai j'ai attaqués. dit, c'est pas ce Donc que j'ai pour dit. l'instant C'est- pour l'instant, on va dire que pendant 3 ans, je suis théoriquement inéligible. Mais comme je te disais, Sylvie Charles m'a dit qu'elle allait s'en occuper. Donc je t'avoue que honnêtement, ça me traumatise pas, plus que ça. D'accord. Et il faut pas oublier non plus que malgré tout, même si on mise beaucoup sur les maires, je pense que l'histoire nous a déjà démontré que les maires et les conseillers municipaux, ça peut être de véritables, enflures. Oui, alors, tout, tout dépend de la façon. Alors, c'est toujours pareil, comme dit notre ami Didier Super, il y en a des biens, hein. Donc, forcément, euh, il est toujours délicat de jeter le bébé avec l'eau du bain et il est toujours délicat de faire des généralités. Ce que l'on sait, c'est que le maire est encore un des élus respectés, de moins en moins malheureusement, mais quand même qui fait l'unanimité des sondages, en tout cas si les sondages ne sont pas truqués. Il y a beaucoup de malversations, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, on est bien Voilà, d'accord. ouais, Il y a aussi une perte de respect de la part du citoyen moyen. La fonction, moi pour vivre dans un petit village, je peux te garantir, comme beaucoup de Français, que je pense que mon maire est un mec bien, celui d'avant est un mec bien, et ils essayent bien sûr de temps en temps, ils changent un peu les PLU, bien sûr ils sont un peu plus bienveillants avec leurs amis et leurs familles, mais c'est aussi un vrai sacerdoce. Donc à nous, citoyens, de remettre un petit peu d'éthique dans tout ça et à nous de faire aussi notre part du travail, si tant est que on nous la donne. Alors c'est bien parce que ça fait aussi une transition sur le dernier sujet, hein. On avait prévu une émission d'1 heure, ça fait 1 heure et demie, c'est pas grave, on continue. C'est très intéressant, je te remercie de m'accorder ce temps. Euh, Nous, on fait partie des gens qui pensent que c'est à nous d'acter, d'acter dans le sens d'agir, hein, et pas dans le sens de constater. Le constat, on l'a tous fait, plus ou moins. On a plus ou moins tous au moins compris dans quel monde nous vivons. Celui qu'ils ont choisi pour nous, qui n'est pas forcément celui que nous choisirions. En tout cas, on n'a pas été consulté, comme tu l'as dit fort justement. Je veux au moins, dans ma démarche politique, qu'on nous demande notre avis, qu'on le respecte et que nous puissions décider. Ce sont d'ailleurs les critères que nous défendons dans les critères de la MDF pour les municipales, hein, consulter, voter, abroger en toute matière de façon ininterrompue et continue. Bon, voilà, c'est simple, c'est clair, ça veut tout dire en une phrase. Nous devons à nouveau décider, nous devons voter, ne plus élire, etc., etc. On ne va pas répéter toujours les mêmes choses, mais en même temps, on est obligé de le marteler puisque des fois, on n'est pas entendu. On a les moyens aujourd'hui, mais je voudrais avoir ton avis d'abord sur la gestion de cette crise paysanne qui n'est pas terminée, hein. Je pense qu'on est en train de vivre les derniers soubresauts. Malheureusement, d'ici 2 jours, il y aura confirmation de la signature du Mercosur, mais il y avait déjà le CETA, il y avait déjà le TAFTA. Rien de neuf sous le soleil, hein. Il continue d'avancer comme c'est prévu, hein. J'aurais bien aimé avoir ton avis personnel, bien évidemment, à l'aune de tout ce que l'on sait de toi maintenant, sur ce qu'il se passe. Alors, pas du côté gouvernemental, pas du côté médical, pas du côté agro-business, du côté syndicaliste et du côté paysan. C'est ton avis de ce côté-là qui nous intéresse parce que le reste, on l'a compris depuis longtemps. Eh bien, je pense qu'à la base,
le problème, c'est qu'en fait, souvent, il y a des étiquettes. FNSEA, CR, Confédération paysanne. En fait, les paysans, ne voulant pas être isolés, ils cherchent à se rattacher à une entité, à une structure qui devrait les défendre. Qui devrait. Ça, c'est dans la théorie. Mais on se rend bien compte que les principaux syndicats, plus ils sont gros, plus en fait, ils sont là pour nous la faire à l'envers. On s'est bien rendu compte que la FNSEA, tout le monde a ouvert les yeux sur qui l'a dirigée, et c'est pas seulement Arnaud Rousseau, c'est aussi tous ses prédécesseurs. Ils ont tous été dans la combine de défendre l'agro-industrie au détriment des petits paysans. Donc en fait, c'est des prédateurs. Ce sont des prédateurs. D'ailleurs, Arnaud Rousseau, faut pas oublier qu'il est lui aussi impliqué dans la magouille de GRDF. Alors, encore une fois, notre cher ami Macron a, lorsqu'il était au ministère de l'économie, un simple sous-fifre a fait beaucoup de dégâts. Et donc, il a aussi privatisé GRDF. Et GRDF a besoin d'usines de méthanisation. Alors oui, les vaches font du méthane, c'est pas bien, faut les dégager. Une usine de méthanisation fait du méthane, par contre, ça c'est super. Mais pour faire des usines de méthanisation, il faut des terres agricoles pour alimenter ces usines de méthanisation. Et donc, il faut que l'élevage disparaisse. Eh bien oui, il faut trouver par tous les moyens possibles et imaginables des biais pour faire disparaître les paysans. Et moi, personnellement, cette manifestation paysanne fait partie de ce qui joue dans ce processus. Parce que nombre de paysans ont mis vraiment tout ce qu'ils... En fait, c'est aussi... Mais tout est bien orchestré, hein, c'est juste magnifique. Le fait d'avoir en petit comité décidé entre la ministre de l'Agriculture et les deux principaux syndicats de dire si la DNC arrive, on abat, hein, c'est du chantage parce que c'est le levier pour dire on vaccine. On sait très bien qu'il y en a qui ne veulent pas vacciner et même en vaccinant, ça n'empêche pas de buter les cheptels. Donc, ça a vraiment émoustillé les paysans, mais pas que. Tout le monde, les Français sont avec nous et en fait, on est tous Français, il ne faut pas l'oublier. Et donc, cet appel à monter à la Couronne de Paris, ça n'a pas été fait en concertation avec aucun autre syndicat. Ils sont partis bille en tête en refusant toute négociation parce que moi-même étant en relation avec les syndicats des Gilets jaunes, je suis aussi en relation avec la coordination rurale et il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de débat. Ça a été solo, ils ont décidé on va à Paris et après ils disent suivez-nous. Et comme il y avait la colère et l'émotion, il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi, sans se dire que peut-être il y avait une anguille sous roche. Et c'était évident, en l'annonçant longtemps à l'avance sur les réseaux, que le gouvernement Macron allait se préparer entre les centaures et les chars de toutes sortes, mais c'était évident. Enfin, je veux dire, il y avait que l'émotionnel pour ne pas rationaliser cette information. Et donc, nombre de paysans se sont vus réquisitionner leur matériel. Donc, c'est à la fourrière. Et j'ai vraiment une anecdote qui est vraiment purement dégueulasse et qui m'a été relatée par une amie journaliste sur Paris. Elle a dit que pour les quelques-uns des paysans de la Confédération paysanne qui étaient sur Paris, ils ont mangé leur sandwich dans le froid, pendant que la coordination rurale était en train de manger dans le resto bien au chaud. Ils ont appelé tout le monde à les suivre. Et par derrière, ils n'ont même pas partagé la table. Ils les ont laissés dehors. C'est dégueulasse. On voit qu'il n'y a pas cette solidarité. Je suis désolée, les vrais paysans, ils sont solidaires. Alors moi, je fais abstraction de toute étiquette. Nous sommes tous paysans, il faut qu'on reste unis. Mais il faut arrêter d'obéir aux têtes quand c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'il en est, moi, j'avais été avisée déjà il y a quelques semaines, parce que je n'ai pas cette nature à faire des investigations sur les gens. Donc, j'ai tendance à faire naïvement un peu confiance aux gens parce que je crois encore à la bonté et à l'humanité. J'y crois toujours, malgré tout. Je me fais rire moi-même. Mais on m'avait prévenu que l'actuel président de la coordination rurale, en 2022, s'était mis sur une liste électorale de la Macronie. C'est pas quelqu'un de la Macronie qui va vouloir défendre réellement les intérêts des paysans. Là, il est monté à Paris. La seule chose qu'il a négociée, en gros, c'est de pouvoir buter du loup. Le gars, il est pour les méga-bassines, il est pour les néonicotinoïdes, la loi du plomb, il est pour la chasse, il est pour tout ce que moi, je ne représente pas. Il est contre tout ce qui est bio-écolo. Voilà, nous le faisons chier. Donc, à un moment donné, les petits paysans, ils sont plus proches de nous que de la FNSEA.
Enfin, quand je dis FNSEA, je parle des pontes, hein, je ne parle pas de ceux qui sont à la base. La FDSEA, souvent, c'est, on va dire, Ouais, familial. Ils adhèrent au syndicat parce que papa y a été et ainsi de suite. Parce qu'ils ont besoin, et ils ont d'accord. raison, ils ont besoin de se regrouper pour pouvoir se défendre. Mais quand la tête te défend pas, c'est de la trahison. Et On est là, bien d'accord. quand ils ceux qui sont montés à Paris et qui se retrouvent, piégés, qui ont fini en garde à vue, et limite qui auront peut-être droit à de la tôle, hem elle est où la coordination rurale? C'est elle qui a appelé à manifester. Pourquoi elle les soutient pas? Pourquoi elle ne les soutient pas? Pourquoi elle paye pas la fourrière? C'est bien facile de dire: «Allez tout le monde on y va» et après de laisser les autres sur le carreau. Non, moi ça nous a tous agacés dans Verte France, hein, je peux le dire. On en a parlé. On a dit: «C'est un piège» et on avait raison. Parce Est-ce qu'un que tu paysan, serais il a pas besoin pardon, vas-y, nous, vas-y. paysans, on a besoin d'être proches de nos bêtes. On ne peut pas s'absenter comme ça, partir au loin, il fallait une action locale et c'est ce que nous avaient proposé d'ailleurs les gilets jaunes. Avec leur vécu, leur expérience, eh bien, les gilets jaunes, ils nous ont dit: «On peut vous soutenir localement» et après, on n'a pas les mêmes horaires. Les gilets jaunes, ce sont des travailleurs bien généralement, donc ça veut dire qu'ils sont disponibles le week-end. Pourquoi partir en semaine? C'était encore une action qui était destinée à ne pas nous permettre de se rallier, de s'unir tous ensemble. Une action où on aurait été tous ensemble, tous les paysans, quelle que soit l'étiquette confondue, quelle que soit et avec les Français. C'est les Français aussi. On aurait dû être tous ensemble et là, ça a été juste de la division, je sais qu'il y a eu pas mal de street medics. Il y a eu 5 équipes, de gilets jaunes qui sont montées sur Paris. On a senti la division. Comme si, en fait, il y avait une séparation entre le monde agricole et les autres Français. Non, nous sommes tous Français et c'est ça ce que font, en fait, chaque parti politique, chaque syndicat, c'est de diviser. Je n'ai rien à rajouter d'autre, si ce n'est que je te poserai une autre question. Oui. Où sont les Français, où sont les citoyens de France auprès de ces paysans? Je pense sincèrement qu'ils sont de tout cœur avec nous pour ceux qui, en fait, sont quelque peu éveillés. Après, il y a des gens qui, en fait, ne sont pas prêts à assumer, la réalité et qui, effectivement, restent, ou la tête dans le guidon ou préfèrent jouer les autruches. Mais je les blâme pas, c'est leur façon d'agir et de raisonner et c'est aussi pour ça que je disais qu'au niveau élection, on ne peut pas leur imposer de se représenter s'ils ne veulent pas le faire. Mais il faut par contre que s'il y a quelqu'un qui les représente, ce soit une personne honnête, intègre et qui aille jusqu'au bout de sa mission. On est bien d'accord. Alors, tout ce que tu dis est factuel, et donc découle du bon sens aussi, dans ce que tu constates, la vie que tu portes. Oui. J'y rajouterais peut-être un seul bémol, c'est que euh, nous devons, en tant que citoyens, nous devons, c'est notre obligation. Nous sommes, je rappelle, notre humanité, c'est d'être on est des tribus. L'humanité est tribale. Le premier cercle tribal, c'est la famille. Le rôle d'un père, le rôle d'une mère, c'est de protéger ses enfants. Si nous n'en avons pas, on protège ses frères et sœurs. Et puis, si nous avons des parents vieillissants, on protège ses parents quand ils vieillissent. Et puis, on élargit notre cercle. Et puis, on protège ses amis. On essaye de s'entraider. Et puis, on peut essayer d'élargir le cercle et de faire nation. Je pense qu'on a un rôle individuel, tous à jouer. C'est en quoi un syndicat tel que le tien, Verte France, c'est en quoi un syndicat comme celui des Gilets jaunes euh, revient à la forme essentielle et primaire, je pense, de ce dont nous avons tous besoin, encore une fois, c'est de se réapproprier notre pouvoir. Mmh. J'aime beaucoup cette citation de la Boétie. Décidez de ne plus servir et vous voilà libre. Donc on l'a dans un slogan, on a fait plus d'une quarantaine de slogans, on l'a un peu modifié. Décidez de ne plus élire et vous voilà libre. Alors on peut effectivement, tu as raison, continuer d'élire avec des garde-fous, hein. C'est ce que beaucoup pensent et c'est ce qui est beaucoup plus important. Euh, mais une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont aujourd'hui les solutions proposées, que ce soit de la part des syndicats, on ne parle pas du gouvernement, hein, on parle des actifs. Euh,
Que demandent aujourd'hui les paysans? Quelles sont les solutions qui pourraient être apportées aujourd'hui, concrètement? Alors, pas en claquant des doigts, hein, bien évidemment, hein, tout ne se fait pas en un jour, mais on va dire à court et moyen terme. Quelles sont les solutions aujourd'hui qu'on nous propose? Moi, je n'en entends pas pour l'instant, hein. Honnêtement, à part à bas l'Europe, ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? À bas le Mercosur, il n'est pas encore signé, on ne s'est même pas battu, ou ceux qui se sont battus sont restés lettres mortes pour le TAFTA et le CETA. Qu'est-ce qu'on fait? Le CETA, pardon, CETA, c'est pour les cigarettes, pardon, le CETA. C'est ça, oui. Donc, Ben, moi, est-ce tu que tu vois, as un avis là-dessus? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu alors, préconises, toi? j'ai vu sur un média Monsieur Vantaux dire qu'il a eu la chance de pouvoir rencontrer plein de gens et que la balle était dans le camp du gouvernement. Ben moi, je n'accepte pas cette décision. Je suis désolée, la balle n'est pas dans le camp du gouvernement, elle est dans notre camp. C'est à nous de dire ce qu'on veut et c'est à eux d'appliquer ce que nous décidons. C'est là où c'est quand même scandaleux de se soumettre et de faire carpette. Moi, je suis désolée. Si je devais rencontrer ces gens-là, et j'en ai vraiment pas envie, pour moi, il n'y a pas de négociation à avoir avec ces gens-là, mais c'est de leur imposer, c'est à eux de nous défendre et de nous représenter. Ils nous ont bafoués. Nous avons une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons une constitution. Il est dit que le peuple est souverain et que nous avons la souveraineté de la nation. À quel moment on se soumet à des gens qui veulent nous nuire? Je veux bien qu'on fasse des accords extérieurs dans la mesure où on y a un intérêt, où il y a quelque chose à y gagner, que ce soit socialement, économiquement, peu importe. Mais si c'est contre nos intérêts, mais à quel moment tu acceptes? C'est comme quand Ursula von der Leyen nous file 635 millions d'euros d'amende, parce qu'en plus, c'est même plus une Union européenne de bienveillance et d'entraide, c'est des sanctions à l'appel, des sanctions, mais c'est quoi ce travail? Normalement, justement, quand tu disais de collaborer ou de protéger, c'est pas du tout le rôle de cette Europe. Cette Europe, elle est là à nous filer des sanctions tous les 4 matins. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, donc, on n'a pas assez d'éolien pour eux, alors qu'on a le nucléaire. Donc, on a dû décarboner comme il faut. Eux, en Allemagne, qui font centrale à gaz et à charbon, ils n'ont pas de sanctions. Pourquoi nous, on aurait plus de sanctions que les autres? Et pourquoi on accepte ces sanctions? C'est ça, je ne comprends pas ce gouvernement qui ne nous défend pas, qui ne défend pas nos intérêts. Et c'est à exiger, c'est à exiger. Ils sont là pour ça, normalement. S'ils ne nous représentent plus, à quoi ils servent à part être des parasites? Mais, mais ça, ce que tu dis, ça coule sous le bon sens, mais est-ce que ça n'en vient pas de demander à nos esclavagistes d'enlever nos chaînes? Ils ne le feront jamais. Si nous, nous décidons pas Mais de c'est trouver des biais, ils ne le feront jamais. C'est en ça qu'il faut que le citoyen Mais se réveille et demande, même en jouant avec. Je me permets d'insister parce que tu sais où on va aller, on va en discuter et je vais te poser la question directement. Est-ce que la paysanne, hein, au sens noble du terme, hein, est-ce que l'éleveuse de bisons que tu es, sait que tu as des droits et sait que tu as la possibilité de demander à son maire d'appliquer la loi à travers le dit crime et de mettre en place des stocks tampons alimentaires et des circuits qui permettraient, en cas de risque majeur, de t'inquiète, créer un écosystème vertueux. Est-ce que vous êtes au courant, vous les paysans, de ça? mais alors certainement pas tous, mais oui, je suis au courant et je peux te dire que ma mairesse ne doit pas m'aimer parce que je lui ai fait tamponner des documents qui lui, où je lui demande des réponses, parce qu'il est dit que normalement dans la DDHC, on a le droit de décider de la quotité de nos impôts et si on veut les payer. Et moi, je lui ai clairement dit, je refuse de financer toute guerre. Et donc, j'ai dit, je veux bien financer tout ce qui sert au service public français, et je refuse de financer les guerres. Et je lui ai fait marquer, je dis, vous essayerez de calculer ce que je dois réellement. Ça l'a pas fait rire. Mais bien sûr qu'il faut leur demander des comptes et que les maires nous représentent eux aussi localement pour faire remonter. En fait, c'est l'effet domino quelque part. On remonte progressivement ou ruissellement, peu importe, mais c'est vrai que nos maires, on leur demande des choses et j'ignore si c'est aussi parce que
grâce à Hollande, il y a cette histoire de changement, les régions et les Comcom, les communautés d'agglomération. Et c'est là où je trouve ça incroyable. Tu as les maires qui disent: «Ah ben, j'ai été obligé de me soumettre». Mais non, mais vous êtes tous des maires, c'est vous qui représentez ces communautés de communes. Vous pouvez tous dire non. Mais pourquoi ils acceptent tous? On croirait que l'ordre émane d'en haut et ils doivent tout accepter. Bah non, c'est la collectivité qui décide si oui ou non on accepte ça. Mais j'ai l'impression qu'on est Oui, mais il y formaté a, pour se enfin, soumettre. Enfin, pas moi, mais nombre de personnes le oui, oui, font, oui, j'ai non, on est bien l'impression. d'accord. Et puis de toute façon, on le constate, si il trouve toujours le bon biais, hein, puisque encore une fois, moi, je fais l'analogie à la mafia. Oui, oui, mais En bien sûr, parce que quand on 2017, regarde oui, pardon, vas-y, les communautés de vas-y. communes, et elles font du chantage aux communes en disant si tu votes pas ça ou ça, du fait que ça a été chapeauté et qu'ils ont la gestion de l'économie, ils disent eh ben, tu auras des suppressions de subventions. Moi, le maire d'à côté a dit à un de mes amis agriculteurs qu'il avait été obligé de donner sa voix à Macron parce qu'il a reçu des pressions en disant si tu ne donnes pas ta voix à Macron, tu auras tes aides révisées à la baisse. Mais c'est quoi cette Oui, façon de gérer? Et c'est quoi cette c'est de la soumission mafia. aussi? C'est la Oui, oui. mafia. Mais il suffit de se poser la question pourquoi en 2017, il y a des gens comme François Asselineau qui a eu ses 500 parrainages. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ça les a surpris. Et comme ils essayent de ne pas donner la parole, alors je suis pas UPR plus qu'autre chose, hein, je salue l'homme et son mouvement pour ce qu'ils font et, dans le bien commun de la nation, d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça le propos, je suis apolitique, le problème il n'est pas là. En tout cas, qu'est-ce qu'on constate? C'est que derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé l'anonymat des parrainages. Et aux Oui, mais dernières élections, on a eu M. Bayrou qui a distribué, chose qui est complètement illégale, inconstitutionnelle, et que personne n'a rien dit, qui a distribué des parrainages pour les donner à M. Poutou, pour les donner à d'autres, contre qui aussi je respecte le combat, encore une fois, militant. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ils trouvent des solutions. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Si on réfléchit bien, dans les petites communes, avant, on pouvait se présenter une seule personne. Il était facile d'accéder à la commune. Comme par hasard, ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus discrédités, ils sont de moins en moins légitimes, et donc ils ont mis la parité, donc les listes paritaires, qui est quand même un gros blocage, hein, pour certaines communes, de se présenter sous forme de liste et en plus paritaire. Bon. Alors d'un côté, ça, c'est le bâton. De l'autre, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils ont réformé le statut de l'élu, hein, en donnant une petite augmentation au passage, parce que quelqu'un comme toi nous l'aurait bien fait remarquer qu'ils ne sont pas gênés pour s'augmenter les parlementaires et les sénateurs l'année dernière. Donc il fallait bien qu'ils donnent un petit peu du gâteau aux élus, hein. Et puis ils viennent dans le statut des élus de supprimer et de dissocier. Alors c'est un peu technique, mais bref, ils ont pondu un statut qui permet de limiter les conflits d'intérêts entre les communes et les communautés d'agglomération. Bref, ils sont en train là aussi de tout verrouiller. Donc on n'arrivera pas, encore une fois, je pense, à demander à ceux qui nous oppriment d'arrêter et de cesser de nous opprimer, parce que c'est de l'oppression, hein. Il suffit de regarder tout part à volo. On va pas faire le constat à nouveau, mais bref, allez, les 20 dernières années, on a perdu du pouvoir d'achat, on a perdu des qualités de logement, on a perdu des qualités alimentaires, on a perdu des droits. Bon, bref, hospitalier, on fait pas le constat. hospitalier. Aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets et je te soumets puisque tu as une audience et parce que aussi tu as un franc-parler, parce que tu as le bon sens paysan et que il faut que cette capacité que nous pouvons avoir se diffuse. Nous avons au sein des communes, les maires ont une obligation légale, c'est dans le code de l'environnement et dans le code de la sécurité, de mettre en place ce fameux DICRIM, qui est un document d'information communale des risques majeurs, qui est censé nous protéger et nous avertir. C'est-à-dire que chaque citoyen, toi et moi, devrions avoir dans notre boîte aux lettres ou quelque part sur le bord de notre cheminée ou quelque part parmi nos journaux dans les toilettes ou quelque part dans notre boîte mail, ce DICRIM qui nous informe qu'en cas de problème,
Alors les problèmes, ils peuvent être divers, hein. Ça peut être une famine, une guerre, ou simplement des ruptures d'approvisionnement avec une grève générale. Bon, tout type de risque majeur, des intempéries ou autres. Et nous devrions avoir des stocks tampons alimentaires, puisque quand même la plus grande risque auquel nous exposons, c'est de ne pas pouvoir ni manger ni boire. Bon. Mm. Aujourd'hui, peu de maires connaissent l'existence de ça. Ceux qui le connaissent ne l'appliquent pas. Et les citoyens l'ignorent complètement. Aujourd'hui, si les citoyens saisissaient tous leurs maires par un simple courrier et un simple mail et se rapprochaient de tous les paysans, y compris les céréaliers, parce qu'il y a des céréaliers qui sont bien, il faut aussi intégrer la totalité de la chaîne. Il ne faut pas non plus, encore une fois, jeter le bébé avec l'eau de bain. S'il y avait un cercle vertueux au niveau local, et c'est pour ça que tout à l'heure j'étais très surpris de découvrir, parce que je l'ignorais complètement, qu'on peut faire de l'abattage sur site, qu'on peut faire, même si c'est très loin, aller dans des abattoirs. Bon, toi tu es en Creuse, mais je suis sûr Alors, que on n'est pas tout le monde n'est pas à 80 km. On pourrait trouver et réquisitionner des locaux. Et on pourrait mettre en place ces fameux stocks tampons qui créeraient dans un cercle vertueux et qui vous donnerait la possibilité au monde paysan de reprendre maîtrise sur la facture, parce que je ne connais pas ton secteur d'activité. Ce que je sais, c'est que les centrales d'achat des grandes distributions, je suis un ancien repenti, donc je sais de quoi je parle. Il y a 40 ans, j'étais dans la grande distribution, dans les centrales d'achat et dans les magasins, je sais très bien comment ça se passe. On pourrait tout à fait court-circuiter tout cela, et avec ce cercle vertueux triptyque des citoyens qui interrogent et qui demandent des comptes à leurs maires, les maires qui se rapprochent et qui font leur travail, c'est une obligation légale, je le répète, de mettre en place ces circuits de stock tampons. Et pour avoir des stocks tampons, il faut donc créer un écosystème permanent, puisqu'on sait très bien que ce sont des denrées périssables. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait, de par la loi, obliger à la création de circuits dans lesquels il y aurait moins d'intermédiaires, moins de centrales d'achat, moins de grossistes, peut-être directement du consommateur au producteur si c'est tenté que ce soit possible. Pas tout à fait parce qu'il faut respecter les normes, on est bien d'accord. En tout cas, supprimer des marges d'intermédiaires et donc redonner le pouvoir du prix de vente des paysans, puisqu'on est quand même dans un secteur d'activité où certaines filières, ils décident même pas de leur prix de vente et qu'ils vendent en dessous des prix de production. On est bien d'accord. Alors je ne sais pas si toi, ça m'intéresse d'avoir toi dans un secteur, j'allais dire, excuse-moi, hein, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais vu si on dézoome au niveau national, c'est une niche, hein, l'élevage de bisons. On est bien d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette solution et comment tu vois à ton niveau la capacité de pouvoir répondre à cela? alors, moi, je suis carrément une grande rêveuse. Je m'accroche à mes rêves, je me dis qu'il faut les réaliser. Mais moi, j'avais vu un documentaire il y a quelques années où carrément la commune mettait à disposition ses terres pour une association locale qui regroupait des personnes à la retraite, des personnes actives ou non actives, pour faire un jardin partagé qui nourrissait sainement les enfants de la commune au niveau scolaire, qui faisait donc des conserves, revendait le surplus et avait des stocks. Et ça, je trouve ça très bien parce que ça renoue un tissu social aussi. Alors, ça semble peut-être utopique, mais ça s'est déjà mis en place dans plein d'endroits et j'estime que ça mériterait le coup d'être mis en place aussi dans toutes les communes de France. Valoriser les terres en jachère, valoriser aussi les bâtiments parce que quand tu sais qu'il y a des gens aussi qui sont sans domicile, ça ne devrait pas exister dans notre société. Une société bien faite, Bien tout le monde évidemment. devrait avoir un toit et manger correctement. Et manger correctement, ça veut dire aussi se nourrir sainement. Ça ne veut pas dire bouffer de la merde du Mercosur. Donc, oui, reprendre localement une production au lieu de dépendre de ce qu'on nous dit de faire. Fais ci dans tel pays, fais ça dans tel autre pays. Nous, la France, elle est destinée à devenir une zone de production d'énergie dite verte. Oui, parce que entre les panneaux photovoltaïques, enfin, pardon, agrivoltaïques, parce que si tu mets agri devant photovoltaïque, c'est vertueux. Les éoliens, la méthanisation, mais on n'aura plus aucune souveraineté alimentaire. Donc oui, il faut que les communes fassent ce travail, bien sûr. Mais c'est scandaleux parce qu'en fait, moi, j'ai plein d'amis qui ont mis ça en place pour aider les plus démunis. Mais le resto des cœurs,
ça ne devrait pas exister. Notre On société est devrait d'accord. pourvoir à tout être humain. C'est juste scandaleux. En fait, on a une société qui est en train de nous abandonner. On n'a même plus de soins hospitaliers corrects, décents. On ne devrait même pas avoir à demander la carte vitale de qui que ce soit quand il rentre dans un hôpital. Tu devrais d'office soigner un être vivant quand il rentre. S'il a besoin de soigner, tu lui demandes pas sa nationalité, tu lui demandes pas s'il a cotisé ou pas, tu le soignes, c'est un être humain. C'est juste, moi, c'est, bon, je suis peut-être une utopique, hein, mais c'est ma façon de voir les choses. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Tu n'es pas utopique. Tu viens de mettre en avant quelque chose qui existe dans plusieurs communes, sauf que ça ne se fait pas. Et je Mm. rappelle encore une fois que nous avons, en tant que citoyens, le moyen de coercition de demander à nos maires, mais que ce soit de la plus petite commune de 300, comme des grandes villes urbaines. Hein. N'oublions pas, j'étais tout à l'heure avec Sylvie Bonaldi pour la liste de Nice, hein, démocratie directe. Nice, ils ont des terres arables et fertiles tout autour qui sont inutilisées. Il n'y a aucune coordination avec tous les paysans et tous les maraîchers. Bref, c'est quelque chose qui peut On être pourrait faire mis en quelque chose place. de, et moi, pour avoir vécu dans des pays étrangers aussi, dans ma jeunesse, on pourrait aussi faire une sorte de mixte. C'est-à-dire que à la fois, tu peux faire une sorte de parc national où tu as aussi un respect de la biodiversité et des jardins partagés. Moi, je dis qu'on peut tout combiner. J'avais adoré regarder aussi Solutions locales pour des ordres globaux, ce qui fait que tu peux avoir Tout à fait. dans des petites surfaces un écosystème absolument vertueux. Et il suffit juste de connaître la symbiose qui existe entre les différents êtres vivants. Voilà. Tout à fait. Alors, je me permets, on va conclure là-dessus parce que je t'ai pris beaucoup de temps. Je te remercie, Florence, du Je temps t'en prie. que tu nous as consacré, surtout que c'était fort intéressant. Je vais juste demander aux gens qui sont intéressés d'aller sur notre site sur lequel vous pourrez trouver les partenariats avec SOS Mère, vous rapprocher d'eux, avec Alexandre Boisson, le SAMU social. Agricole nationale avec Philippe Grégoire et puis aussi l'association en toute franchise avec Martine Donnette et Claude Dio et puis peut-être qui sait nous verrons peut-être avec d'autres partenaires comme le syndicat Verte France pour cet appel puisque encore une fois nous demandons à tous les citoyens qui veulent vraiment s'investir auprès des paysans. Alors c'est bien d'aller donner des cafés, c'est bien d'être solidaire, c'est bien de les accueillir chez soi parce que on a vu des élans de solidarité magnifiques, hein, où il y a des particuliers qui ont accueilli des paysans qui depuis 2, 3 jours étaient en train de se battre et de jouer au chat et à la souris. Avec les forces de l'ordre, donc ça c'est magnifique. Mais si on veut sauver vraiment la paysannerie et être solidaire, mettons et exigeons de nos maires qu'ils mettent en place le DICRIM et que d'ici quelques mois, nous puissions hacker le système. C'est une façon, et en plus c'est légal et c'est une obligation légale. Donc il y a une faille juridique, là, il y a un bug dans la matrice, si on reprend l'analogie avec Matrix, pour ceux qui sont fans, il y a un bug dans la matrice. Ouvrons cette porte hein, qui nous est entrouverte et faisons un simple courrier. Si vous avez le courage, une lettre recommandée avec accusé de réception à votre maire, lui demandant de mettre en place avec les paysans un circuit court, vertueux, qui répond à l'obligation de la loi. Et d'ici quelques mois, nous pourrions enfin réussir à ce que les paysans reprennent le droit sur leurs factures, sur leurs marges de production et qu'ils puissent à nouveau vivre décemment et que surtout qu'au lieu d'avoir cette hémorragie et ces suicides malheureux de tous ces gens qui se tuent au travail, d'avoir des jeunes qui aient envie de reprendre le flambeau. Voilà, je ne vais pas faire plus de prosélytisme que ça. Je te remercie beaucoup, Florent. Je vais te laisser le mot de la fin. J'appelle tous et toutes à aider le syndicat Verte France. Si vous êtes webmaster, faites en sorte de leur faire un beau site. Si vous avez des envies de les aider, Des talents de des secrétaire. talents de secrétaire, et Mais il faut faites avoir le en feu sorte sacré, il faut être d'aider. investi. Oui, voilà, il faut avoir le feu sacré, il faut être investi.
parce que c'est vrai que, en tant que secrétaire, moi, j'ai eu des journées, assez longues, où à partir de 8 heures du matin jusqu'à 1 h 30 du matin, été en conversation téléphonique avec des gens qui étaient en détresse. Donc, on a vécu une période extrêmement difficile, quand, les abattages se sont enchaînés et le chantage à Tout la à fait, vaccination a commencé. Ouais. tout à fait. Mmh. Merci encore une fois, Florence. On reste Avec bien plaisir. évidemment en contact. Je reste à ta disposition si un jour tu as besoin de quoi que ce soit. La MDF sera aux côtés du syndicat Verte France. Je Merci, c'est gentil. n'en fais aucun doute. Merci, passe un bon week-end Merci et à beaucoup. très vite. Pareillement. Au Bon revoir. week-end. Au revoir. Au revoir.